va être édité. Donc, je vais me présenter. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Pierre Gagnon. J'enseigne en 5e année. C'est le 3e webinaire que je fais. Le premier avait été avec le docteur Serge Marquis, ce webinaire-là est disponible d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. La semaine passée, j'ai rencontré Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Ça a été magnifique. Les deux premiers ont été magnifiques. Stéphane, donc la barre est haute, mais j'ai pas peur pour nous autres. Et pourquoi je fais des webinaires? Parce que là, on est en confinement et je veux aussi qu'on se donne des stratégies, premièrement. Le webinaire avec Serge Marquis, c'était un peu aussi pour le hamster, il tourne beaucoup pour certains d'entre nous. C'est assez fou là ce qui se passe. Comment un peu retrouver le calme en dedans de nous autres et tout ça. Puis avec Joël Monzé, c'était surtout les jeunes là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Comment faire pour apaiser un peu la crainte puis tout ça, l'anxiété? Donc, ça a été deux super webinaires. Et là, Stéphane, aujourd'hui, je vais te laisser quelques minutes, Stéphane, pour te présenter. C'est ça, je te laisse fais-nous une petite bio rapide. Juste une question par rapport au chat. Là, si les gens ont des questions pendant la présentation, ils écrivent dans le chat. Puis tu vas essayer de suivre le tout, c'est ça? Je vais essayer de suivre le tout. C'est ça. Parfait. Je vais essayer de suivre le tout. C'est vraiment pas simple en passant, mais je vais faire de mon mieux. Vas-y, Stéphane. J'ai un bac en enseignement de l'éducation physique. Je n'étais vraiment pas destiné. Moi, mon objectif au départ, c'était d'aller enseigner l'histoire au secondaire. Je me pensais pas assez bon à l'école. C'est pour ça que j'ai choisi l'enseignement de l'éducation physique. Je vais avoir des bouts de tâches, puis comme ça, je vais aller enseigner. Fait que je me suis ramassé au primaire plus vite que comme titulaire au primaire. Après 2 jours dans un gymnase, j'ai vu que c'était pas ma place. Okay. C'était pas mon X. Puis là, au début, je me suis mis à faire des projets. On était en 2000, c'est la pédagogie par projet, puis le projet à intégrant l'éthique. Puis là, je crois avoir trouvé le cheval de Troie pour rejoindre les enfants avec les projets et tout. Puis je me suis lancé à fond là-dedans. J'ai rencontré, entre autres, Richard Angeloro à ce moment-là dans les rencontres de la COPS. Là, ça a été une rencontre qui a changé une partie de ma vie professionnelle. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise. Je suis devenu conseiller pédagogique en TIC pendant 4 ans et demi parce que je voulais répandre la bonne nouvelle qui était utiliser la technologie. C'est ça qui rejoint les jeunes, c'est ça qui les motive. On est en 2010, là, on a l'impression que ça fait 100 ans, là, mais puis vers la fin de mon 4 ans et demi, en tout cas, je savais pas que c'était pour être la fin, mais vers la fin de mon 4 ans et demi, je commençais à me dire, est-ce que la technologie aide vraiment les élèves à être meilleurs? Puis si j'ai un leg à laisser aux jeunes, est-ce que je veux qu'ils soient bons avec la technologie ou je veux qu'ils se connaissent eux autres? Est-ce que je veux qu'ils connaissent leur place dans le monde? Puis j'avais pas de réponse. Puis là, j'étais voir des équipes de profs, puis je leur ai dit, hey, on va faire des tests ensemble. Puis les profs, ils me disaient, c'était intéressant les tests que tu veux faire, mais va les faire ailleurs. Puis quand tu auras le résultat, viens nous revoir. Puis les tests, c'était, est-ce qu'on peut avoir de l'effet sur la réussite des élèves? Donc, je suis retourné enseigner. Tu prenais le problème ailleurs, là. Oui, c'est ça. Nous, là, on peut faire ça, c'est pas, ouais. C'est ça, exactement. Puis là, entre-temps aussi, j'ai eu un enfant, Samuel, là, qui a 6 ans, 7 ans maintenant. Puis là, quand tu as un enfant, puis tu es habitué à travailler comme un fou avant, puis là, tu veux être parent, tu veux. Puis là, tu réalises que c'est bien beau, le petit, là, mais il dort pas pendant la nuit, là. Fait que là, je travaillais pendant ce temps-là, mais là, j'y arrivais plus. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'être plus efficace. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'entraînent en éducation physique, puis dans la même quantité de temps, ils progressent plus que d'autres. Fait que je me suis dit, comme prof, est-ce que, avec le 21h, 21h que j'ai en présence de mes élèves, est-ce que je peux comme optimiser? Puis là, je me suis mis ma présentation va finir bientôt, là, mais je me suis mis à virer un petit peu crackpot là-dessus. Je me suis développé un outil, un fichier Excel qui m'a demandé 900 heures de programmation parce que je voulais avoir du feedback. Je voulais, quand j'enseigne, je donne une évaluation à mes élèves, je voulais savoir, est-ce que je suis bon? Est-ce que mes élèves ont appris? Est-ce que mes élèves ont approfondi? Qui n'a pas appris? Comment ça se fait que ces personnes-là n'ont pas appris? Alors que d'autres ont appris dans la classe. Puis là, tout ça, ça s'est mis à tourner en moi. Puis c'est ça que j'ai appelé, dans le fond, la pédagogie 3.0, là, qui est une approche axée sur t'enseignes, puis tu vas valider mathématiquement là, sur ce qui se passe. Parce que tous les profs, on se base sur des anecdotes.
souvent. Ah, ça, c'était le fun. Oui, mais qu'est-ce qui était le fun? Ah, les élèves ont aimé. OK, quels élèves dans ta classe ont aimé? Ils ont bien aimé ça, mais ça n'a pas paru dans les notes. OK. Épluche tes notes, on va regarder ça, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je me basais principalement sur ma moyenne de classe pour savoir si ça allait bien ou pas. J'ai réalisé, j'ai perdu 2 ans dans les moyennes là, à me faire mal psychologiquement. Puis, oh non, ça va mal, ma moyenne elle baisse, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pour trouver qu'il y avait d'autres calculs qui m'aidaient à y voir pas mal plus clair. Stéphane, voilà. Je vais t'arrêter 30 secondes. Je pense que ton micro touche à ta chemise. Ah, OK. Ce qui fait que ça chloute. Tu veux-tu que j'enlève la chemise ou je déplace le micro? Là, le micro, s'il te plaît. Ah, OK, c'est dommage. J'aurais aimé ça. Il fait chaud ici. On aurait peut-être eu plus de monde. Peut-être, Stéphane, je vois. J'ai aucune idée. Il y a Gisela qui m'a rappelé aussi que vous pouvez cocher dans le petit rond à côté de votre commentaire, quand c'est une question, c'est plus facile pour moi. Mais je vous le dis, c'est difficile pour moi d'écouter l'invité et de lire tous vos commentaires et répondre à vos questions et apprendre vos questions. Mais vous pouvez cliquer sur marquer comme question là, à côté de votre commentaire. Donc, voilà. Alors, Stéphane, tu as fait un tour un peu de ta vie. Où est-ce que tu as pris tout ça? 20 ans. Déjà. Et écoute, on a une primeur. Ton livre s'en vient. Ça sort quand, cette histoire-là? Là? Oui, en fait, on est en train de finir les pages. Là, c'était supposé être fini il y a un mois, mais on est en train avec le COVID, la compagnie d'édition aussi ralentit un peu. Là, donc, c'est énormément de travail. Un livre, je pensais pas que c'était autant de travail que ça, mais tout ce qui est là-dedans, c'est l'enseignement des tâches simples, dans le fond, parce que faut départager. Quand j'enseigne les notions de grammaire, d'addition, de soustraction. Donc ça, c'est les éléments qui sont simples. Puis il y a des tâches complexes, l'enseignement de la lecture, l'enseignement de l'écriture. Donc l'enseignement des tâches complexes, pour gagner du temps, en fait, un enseignant expert, là, pas expert en voulant dire qu'il faut le suivre, mais expert dans le sens qui amène plus de réussite sur ses élèves, devrait enseigner, selon la recherche, 70% du temps dans les tâches complexes. Puis 30% la grammaire puis la poutine. Là, moi, quand j'avais lu ça, j'étais choqué, je m'étais mis à faire l'analyse de ma classe, puis en fait, j'analysais 80% du temps dans les tâches simples, le fameux tableau de numération en 5e, là, je suis enseignant de 5e, moi aussi cette année, puis là, c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis j'ai réalisé que si je peux accélérer, si je peux être plus efficient, donc ça veut pas dire accélérer, mes élèves, ils sont stressés dans la classe. Là. Si je peux être plus efficient à enseigner la table de numération, ben là, ça me libère, ça me dégage du temps pour enseigner des notions complexes. Donc, ce livre-là, c'est essentiellement comment réussir à dégager énormément de temps. Puis ça, on parle en termes de semaines, les gains qu'on va faire en lisant ce livre-là, merveilleux, extraordinaire, là, sur lequel je fais seulement 10%, bien sûr. Donc, pas des fins de m'en mettre dans les poches là, que je partage ça. Hey Stéphane, écoute, la pédagogie 3.0, bon là tu parles d'efficience et tout ça. J'imagine que comme pour moi, prof, là, ça va changer. Moi, je lis ton livre, puis je commence tranquillement pas vite, parce que j'imagine que je peux pas mettre en pratique tout de suite. C'est une sorte que les profs, on est de même un peu, là. Puis ça finit en burn-out, là. On essaie de tout faire en même temps, puis tout prendre tout ce qui nous vient, puis les blogs de profs, les groupes Facebook de profs nous aident, mais nous aident pas, là, parce qu'à un moment donné, on vire fou, puis on sait pas vers quoi s'en aller. Ça va changer quoi dans ma vie, moi, ça, cette 3.0-là? Ben, en fait, je vais répondre en deux parties parce qu'il y a la première, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce livre-là, que les autres livres n'ont pas, puis je voulais pas écrire un livre comme les autres. Ce que j'étais frustré quand j'ai lu, là, j'ai lu quelques livres, là, j'aurais dû en lire plus, sûrement, là, mais j'en ai lu quelques-uns. Puis ce que j'étais frustré, c'est que tu prends un livre en gestion de classe. Là, tu as 250 pages de trucs en gestion de classe. Là, tu essaies de mettre ça dans ta classe, puis ça marche tout le temps à moitié. C'est dans le livre, ça a l'air beau, mais en théorie, puis là, je dis, bon, OK, l'évaluation, tu sais, c'est fatigant, l'évaluation. Acheter un livre sur l'évaluation. Là, tu lis l'évaluation, mais c'est des morceaux de la pédagogie. Puis moi, j'ai réalisé comme tout bon prof, c'est que c'est un ensemble. J'ai réalisé qu'il y avait bien des erreurs qu'on faisait en gestion de classe qui n'étaient pas dues à la gestion de classe. Par exemple, si comme prof, on est des orateurs exceptionnels, puis qu'après 45 minutes, c'est encore nous qui sommes devant, puis qu'on relance le débat, puis qu'on questionne les élèves, mais si on a pris 45 minutes, là, les élèves, ils ne peuvent plus. Fait que c'est pas des trucs en gestion de classe qui vont réussir, c'est
c'est ce que j'appelle la gestion de la réussite. C'est en aval que ça se passe. Si ton explication peut prendre environ 12 à 15 minutes pour n'importe quelle notion, puis on y arrive à le faire, ben là, à ce moment-là, il y a du temps de dégager dans la classe, puis il y a beaucoup moins de gestion de classe aussi à faire. Donc, le livre est écrit comme un guide aussi. Là. Il y a 5 chapitres, puis chacun des chapitres, c'est 1 mois. Tu n'as pas le droit de passer au chapitre 2 si le mois n'est pas fini. Là. Je le sais, là, j'ai mis une puce dans le livre, là, m'a cogné à ton... m'a dit « Calme-toi, calme-toi! » Oui, c'est vrai. Donc, il faut être technologique un peu hein, quand même. Ouais. Big Brother, il n'est pas là pour rien, il faut l'utiliser. Mm-hmm. Mais donc, le livre est écrit comme un guide. Puis l'idée aussi qui est derrière, c'est qu'on commence en enlevant des pratiques. Il y a tous les profs, il y a une 50aine de profs qui m'ont invité dans leur classe ici en Europe pour aller voir comment ils enseignaient, pour les aider. Puis, chaque prof est extraordinaire. Puis, j'ai accompagné des profs comme conseiller. J'en accompagne une 60aine là, présentement avec une communauté de pratique. Il n'y a pas de profs qui sont mauvais. Ça se peut pas. Mais chaque prof fait comme un mélange entre des pratiques exceptionnelles avec des qualités personnelles qu'ils ont. Mm-hmm. Mais associé avec une pratique super mauvaise, comme par exemple de corriger en grand groupe les devoirs, par exemple. Donc là, l'effet extraordinaire du prof, il se la lime lui-même, il se les coupe en ayant des pratiques. Donc, dans le livre, on voit, chaque chapitre est défini, hein, on commence par, si vous faites cette liste de pratiques-là, je vous recommande de les enlever. Donc, on pourrait seulement lire le livre pour seulement voir quelles pratiques retirer de nos pratiques. Puis déjà là, ça serait extraordinaire. Parce que c'est plus difficile d'apprendre quelque chose de nouveau à faire comme prof que d'apprendre, de dire, ben oui, cette affaire-là, je le fais, elle m'a l'essayer, je vais l'enlever pendant une semaine, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais là, donc, tu nous dis ce qu'il faut qu'on enlève, mais tu nous dis aussi par quoi je dois le remplacer si j'ai à remplacer quelque chose. Tu nous donnes des solutions aussi à... Oui. Fait que si tu passais à l'autre image, là, mais on va revenir ben, je peux passer. L'espèce de rond noir. On dirait que je parle plus du livre, mais dans le fond, ce que je veux partager, c'est que il y a des choses qu'on peut enlever de notre pratique, puis là, ça crée du temps, ça crée un espace. Puis là, que ce temps-là, cet espace-là, on peut le remplacer par des projets qu'on voulait faire ou le remplacer par des pratiques qui sont encore plus gagnantes au niveau de la réussite. C'est-à-dire que quand vous allez déployer ces pratiques-là, plus d'élèves dans la classe vont se mettre à mieux apprendre. Ce ne sera pas tous les élèves, mais plus d'élèves, non pas celle-là. C'est celle-là qui est noir et blanc. Je vais revenir à celle-là après. Un peu noir et blanc. Moi, j'ai juste l'autre. Ça ici? Ah, c'est là-bas. OK. Non, c'est ça. OK. Donc, chaque chapitre est écrit en la gestion de la réussite. Quoi enlever? Puis très vite, je vous parle pourquoi enlever les devoirs. Toute forme de devoir, en fait. Puis après ça, on a par quoi on remplace les devoirs? Qu'est-ce qui est plus payant que les devoirs sur la réussite des élèves? Qu'est-ce que je peux donner à un jeune à faire à la maison qui va être plus payant? Après ça, on passe, vu qu'on a enlevé des choses, la gestion de la réussite, donc on a déchargé notre classe, les élèves réagissent moins, il y a moins de cas de comportement. Puis là, après ça, ben on va arriver à cette liste-là tantôt. Regarde, Stéphane, donc, je pense que tu parles de l'autre image que tu m'avais donnée que j'ai pas inclus dans le rond, là. Oui, c'est ça. OK, ben attends un peu. Regarde bien ça. Regarde ce que je vais faire. Bouge pas, là. Je vais faire ça comme ça. Puis, on va faire un partage d'écran. Et je pense que on peut voir oui, c'est ça. Là. Donc, alors voilà, on va la présenter comme ça. Donc, le nettoyage, c'est les choses à enlever. Après, on instaure de nouveaux éléments. On passe une semaine. Puis, j'insiste, puis je vais offrir des clubs de lecture aussi aux enseignants là, qui vont acheter le livre pour que une fois par mois, on s'arrête ensemble. On se dit, ouais, là, t'écris ça, Stéphane, ça marche pas dans la classe. Parce que ça, c'est l'autre affaire qui manque au livre. Là, on est souvent tout seul. Fait qu'on essaye des affaires, des fois, ça fonctionne pas. Fait qu'il va y avoir des clubs de lecture disponibles. Puis, donc là, une fois qu'on a fini de gérer la réussite, 2 semaines plus tard, là, on nettoie notre gestion de classe pendant une semaine. On arrête de faire certaines interventions. Puis là, on a une autre semaine pour introduire des nouveaux éléments. Fait que si le prof suit ça, c'est pas stressant, c'est relax. Puis on fait ça seulement dans une compétence. Faut pas le faire partout. Fait que si on choisit, par exemple, dans maths raisonné, ben, en écriture, en lecture, on continue d'enseigner comme on veut, on continue de parler si on aime ça, on continue de questionner nos élèves. Donc, l'idée, là, c'est pas de se stresser, mais c'est de se soulager la tâche. Le livre, il est dédié. Le 3.0, je vais dire maintenant que c'est faire attention à nous autres. Parce que on se donne, tous les profs se donnent à fond.
Puis s'il se donne pas à fond parce qu'il travaille pas le soir, mais dans la classe, il s'épuise à longueur que la journée avance, à longueur que les journées, la semaine avance, puis il arrive le vendredi, puis ils sont à terre. Puis ils sont à terre parce qu'ils se sont donnés partout dans tout azimut de la classe. Puis c'est ça qui est épuisant. Tu sais, des fois, je me vante, là, mais je devrais pas, là, de dire que moi, j'enseigne, à 3h15, je quitte. Le lendemain matin, je rentre avec mes élèves. J'ai 0 correction à faire le soir. Mes élèves ont plus d'examens que d'autres élèves. Malheureusement, là, je suis en train d'apprendre à donner moins d'examens. Les examens sont corrigés le jour même. L'élève le reçoit la journée même. On va comprendre en lisant le livre pourquoi ça, c'est important. Puis comme ça, je pars pas avec des piles de correction le soir, que je vais redonner la rétro à mes élèves 3-4 jours plus tard. Les élèves vont s'en foutre de ma rétro parce qu'ils s'en rappelleront plus. Puis moi, je vais vouloir essayer de pousser ma rétro dans la gorge de mes élèves en leur disant, j'ai pas la fin de semaine à corriger, oui, mais rouvre-le, puis l'élève, il veut rien savoir. Fait que toutes ces affaires-là, on réussit à les nettoyer de notre pédagogie. Puis même en 6e, même avec 30 élèves, ça fonctionne. C'est pas une question d'élèves ou de niveau ou de quoi que ce soit. Là. Donc, la grosse réponse, je m'excuse. La 3.0, ça fait quoi pour le prof? Ça veut dire, détecte l'effet que tu as. Ouais. Toutes les profs en ont. On va nettoyer, on va enlever les branches de trop comme un bonsaï là, pour faire apparaître ton effet à toi. Puis là, je vais te suggérer des affaires à mettre en application. Puis je vais aussi te dire, ne crois pas ce qui est marqué dans ce livre-là, mesure-le. Mesure-le. Fait on va t'encourager à prendre 8 élèves dans ta classe. Puis là, à chaque chose que tu essayes, tu regardes ces 8 élèves-là le soir, soit des résultats d'examen, soit leur comportement, comment est-ce qu'ils fluctuent. Puis là, ben, si après une étape, ces 8 élèves-là, il y en a 5 qui se mettent à bouger, 4 qui se mettent à bouger vers le haut par rapport à eux autres. Donc, s'ils se mettent à bouger vers le haut, ben là, à ce moment-là, tu sais que tu réussis à amplifier l'effet que tu avais déjà. C'est toute la question derrière ça, parce que plus que tu as d'effets, moins que tu travailles. Moins que tu travailles, moins que tu t'épuises, plus que les élèves ils sont engagés puis sont dynamiques. Puis j'ai des cas de problèmes dans ma classe, là. Il y a rien de. C'est pas moi qui est merveilleux, c'est l'idée. Ce qui est merveilleux, je pense, dans la solution que j'amène, c'est de travailler moins pour générer plus de réussite. Les élèves trippent sa réussite. C'est fou, là. On serait porté à croire qu'ils n'aiment pas ça, là, mais ben non, mais je pense que tous les élèves aiment réussir. Ça, je pense que ça, mais c'est pas toujours évident. Regarde, j'ai des questions, là, rapidement. Ghislain nous dit, est-ce que ça peut se faire au secondaire 2e cycle? Ça se fait à l'université. J'ai donné des cours à l'université, puis j'ai changé le cours pour le donner avec la 3.0, c'est-à-dire pour que les étudiantes, 55 élèves dans la classe, là, se mettent à s'engager un peu plus. Les premières fois que j'ai donné mes cours, je les donnais en magistral, là, donc, oui, c'est pas une question, c'est une question t'as un groupe d'élèves qui se mettent à apprendre. Peu importe qu'est-ce que tu enseignes, peu importe le niveau que tu enseignes. Comment réussir à, toi, pas t'épuiser à enseigner à ce groupe-là? Comment arriver à ce que l'élève s'engage un peu de lui-même. On va mettre en place des choses autour de sa progression, là, mais puis là, les élèves vont se mettre à s'engager. Puis on va aussi favoriser une forme de fonctionnement, c'est plus le chapitre 4, là, mais qui est la contribution. On se fait tout le temps brosser les oreilles avec la collaboration, l'enseignement réciproque, donc des élèves qui s'enseignent entre eux autres. J'ai regardé des vidéos sur l'Ontario là-dessus, j'ai lu 4 livres. C'est tout le temps beau là, de voir 4 enfants qui se partagent des questions, mais sur mes 25 élèves, il y a tout le temps 3 équipes qui disent des niaiseries. Il y en a tout le temps 4-5 dans 4-5 équipes qui se mettent à démolir chacune des équipes. Puis là, j'avais beau lire là-dessus, je trouvais pas. Fait que là, j'ai réalisé que la collaboration, c'est probablement une erreur qu'on fait qui est partagée puis qui est commune. Quand on fait faire un même exercice à plusieurs élèves, il y en a plein qui se mettent à se partager les réponses. Fait qu'on on va essayer d'utiliser le partage des réponses pour passer à la contribution. Fait que les élèves, ils font un exercice. Là, toujours les maudits plus vite, là, on ne sait pas quoi faire avec eux autres. Là. Quand je dis maudit, c'est toujours très chaleureux. Là. J'ai aucun élève qui se sent menacé. On l'avait compris. Donc, les élèves, ils vont contribuer à la réussite des autres. Donc, Pierre, tu es mon élève, tu as fini en premier, là, tu te lèves debout. Donc là, tu es tout seul debout dans la classe. Un deuxième élève complète l'exercice. Vous allez ensemble partager les réponses que vous avez. Mais ça se peut que toi puis l'autre, vous ayez toutes les deux la même mauvaise réponse à question 2, mais vous pensez que c'est bon,
Parce que vous avez tout le temps la même réponse. Fait que là, vous vous levez, j'appelle ça des étampeux, puis là, vous allez mettre des étampes aux autres élèves. Donc, vous corrigez les autres. C'est pas de la rétro tout à fait, c'est plus de la correction là, pour s'assurer que les... Là, il y a à un moment donné un élève assis qui passe, puis là, il se fait pas corriger par toi parce qu'il est... Toi, tu as mauvaise réponse. Lui, il a la bonne. Fait que toi, tu penses, tu ne mets pas l'étampe. Fait que là, on commence à s'ostiner. Hey, ma réponse est bonne, là, pourquoi tu ne me mets pas l'étampe? Puis là, les élèves approfondissent, ils font de la métacognition live. Puis là, tu te retrouves avec 7-8 élèves qui ont des étampes, qui sont en train de m'aider 7-8. On est rendu à 14 élèves bien occupés là, dans la classe, là, qui ne m'achalent pas, qui sont engagés. Donc, les élèves se mettent à contribuer à la réussite des autres. Pas collaborer pour réussir. Il n'y a pas de fort avec des faibles. Il y a des gens qui essaient de s'entraider pour mieux comprendre ce qu'ils pensent, puis pour mieux réussir. Donc, oui, ça fonctionne à tous les niveaux. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Il y a certaines tâches, des tâches complexes, là, qui est un peu plus difficile à déployer ce genre de contribution-là, mais c'est encore surprenant. Des élèves de 5e, puis même de 3e, 2e, je l'ai essayé, qui donnent la rétro sur des productions écrites de d'autres élèves. C'est possible là, quand c'est bien enseigné, quand les élèves savent quoi porter leur attention, puis sur quoi donner des commentaires, puis la beauté de l'affaire, je termine avec ça, c'est que l'élève qui reçoit un commentaire d'un autre élève, puis de 3-4 autres élèves, il reçoit 3-4 autres avis mais il sait que c'est d'autres élèves. Fait qu'il reste toujours comme un peu sur ses gardes. C'est pas parce que quelqu'un il change ça qu'il va le faire automatiquement. Fait que tout le monde se met à approfondir. Fait que oui, ça fonctionne à tous les niveaux. C'est pas une technique. Et puis, Esther qui nous demande si on va donner des trucs aujourd'hui de nettoyage puis d'instauration ou sinon, il faut se taper le livre. Je pense que tu pourrais peut-être donner quelques trucs de nettoyage puis tout ça, sans vendre tout ton livre, là, mais tu pourrais peut-être en donner quelques-unes. Là, tu parles de gestion de classe et de gestion de la réussite aussi. Tu as deux nettoyages, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai bien compris. C'est ça. Donc, au début, dans la gestion de la réussite, parce que c'est là où on fait le plus d'erreurs, là, il y en a 3-4, les grosses erreurs, c'est qu'on parle longtemps, on réactive les questions, donc on est plus axé sur une approche qui ressemble à de l'approche par découverte. L'université nous a mal formés, nous a très, très mal formés, je me gêne pas pour le dire. Là. Oh là 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 là, quand tu commences une notion, il faut que tu aies un sujet, une question, une activité suffisamment stimulante pour engager les élèves. Tu t'engloutis 10 minutes là-dedans. Après ça, tu émets le sujet, là, donc sur quoi on va parler 1 minute. Après ça, tu peux poser des questions, y aller par découverte, y aller par ci, par ça, mais pendant tout ce temps-là, tu manges le temps d'attention de ton dernier quartile. Donc, les élèves qui sont plus en des déficits d'attention, tu l'as tout mangé dans l'activité d'intro. Quand tu commences à expliquer ou que tu veux passer au vif du sujet, il est trop tard. Tes élèves sont décrochés. Fait que si tu peux réduire l'explication ou l'enseignement, moi j'ai plus de situation initiale. Puis mes élèves, ils adorent ça. Donc, il n'y a plus de situation. Aujourd'hui, on va apprendre l'utilisation du tableau de numération avec les nombres à virgule. Dépose ton crayon, regarde-moi. Tu vas voir un expert faire des erreurs. Tu ne m'interromps pas. Tu regardes comment moi, l'expert, je vais me sortir de mes propres erreurs. Et tu vas aussi regarder les mots que je répète. L'expert, il ne s'explique pas à lui-même. Ah, ça, c'est une dizaine, c'est donc un paquet de 10. L'expert ne se dit pas ça. Fait qu'il faut tout comme un peu changer notre façon de... Ça, c'est au niveau de la gestion de la réussite. Il y a la conférence, 30 trucs de la pédagogie 3.0, qui était la conférence de fermeture de la CEP il y a 2 ans. Ouais. Là-dedans, nécessairement, mon livre, quasiment, il découle de cette conférence-là. Fait que là-dedans, il y en a une quinzaine d'éléments là, que je suggère d'enlever. Des choses choquantes, là, mais j'avais 1 heure. Fait que ça fait 2 minutes par point. Fait que souvent, je pense qu'il y a des gens qui sont restés sur leur faim en voyant la conférence parce qu'ils disent, attends un petit peu, là, tu me dis d'enlever ça, mais tu passes tout de suite à l'autre point. Ouais. Donc, voilà. C'est sûr et certain que Stéphane, dans la conférence, parce que je l'ai regardé, puis vous pouvez aussi la voir là, c'est sur YouTube, non? Oui. C'est sur ta chaîne à toi? Ou la chaîne de oui, c'est ça. La chaîne à toi. On va chercher Pédagogie 3.0 ou Stéphane Côté 3.0 puis vous avez 4-5 conférences. C'est ça, évidemment, c'est 1 heure, puis dans 1 heure, t'as essayé de compresser beaucoup de choses. Moi, j'ai adoré ça. Puis, mais malheureusement, encore là, c'était pas assez long à mon avis. Puis parce que tu n'avais pas nécessairement le temps de
d'expliquer un peu plus en profondeur chaque point, ce qui nous laissait un peu sur notre fin, puis c'était le but un peu, peut-être. C'est une belle pub, en tout cas, pour ton livre. Mais c'était pas voulu à ce moment-là, mais c'était le 30e anniversaire. J'avais proposé, m'a proposé 30 trucs de la 3.0 pour votre 30e. Puis on dit oui, c'est une bonne idée. Puis là, je dis, oh, tabarouette, ça fait juste 2 minutes par point, ça. J'ai pas pensé à mon affaire. Puis c'est la conférence de fermeture. Fait qu'on est fatigué dans les fins de colloque, qu'on veut pas se faire expliquer des choses longtemps. Là. Ouais. C'était l'objectif derrière. Je mets déjà il y a quelqu'un qui avait écrit le livre quand est-ce qu'il était. Ouais, c'est ça. Donc le livre, on peut l'acheter en pré-vente, là, mais il va être disponible dans un mois à peu près. Je l'ai mis sur le chat, là, le lien pour le livre. Et puis, je pense que Ghislain a mis la chaîne YouTube déjà. Donc, on va continuer la présentation. Là, on était rendu à la gestion de la réussite. Je pense que tu as deux facettes. Ouais. La gestion de la réussite puis la gestion de classe. La classe. Oui, okay. C'est ça. Tout à fait. Je l'ai séparé. Je l'ai vraiment séparé. OK. Et ce dans la gestion de la réussite, il y a... Vas-y. Oui. En fait, c'est que j'ai remarqué que nous, comme profs, parce que je me suis énormément à regarder le nombril, là. Puis je suis très sévère avec moi-même. Avec les gens, je vois le beau dans les gens, mais dans moi, je vois le mauvais, là. Je pense qu'on est tous faits de même, les profs. J'ai réalisé qu'on enseignait en 3 phases. On enseigne, on donne des exercices, puis il y a une évaluation qui arrive. Là, l'exercice, des fois, est en équipe. Là, on enseigne des fois par une approche magistrale où on essaye l'explicite. Puis l'évaluation. Mais de temps en temps, l'évaluation formative, on est débordé, le temps va trop vite. Fait qu'on enseigne en 3 phases. Puis ça, c'est l'erreur numéro 1. Moi, j'ai réalisé que ça prenait 6 phases pour bien enseigner. Qui veut pas dire le double de temps, en fait, ça veut dire 2 fois moins de temps. Donc, en premier, je commence. Maintenant, je suis obligé, je peux pas enseigner autrement que ça. Je préévalue. Fait qu'au mois d'août, la première journée de l'école, là, deuxième journée de l'école, ils sont en train de faire des examens, mes élèves. En fait, ils sont en train, en mathématiques, si je prends ça, ils sont en train de faire les pages de synthèse du chapitre que je m'apprête à voir pendant les 2 prochains mois. Donc, il y a 8 thèmes dans le chapitre. Donc, mes élèves, dès le début de l'année, ils sont en examen. Là, ils apprennent qu'il va y avoir plein de types d'examens dans la classe. Là, c'est pas la performance que je vis. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils savent. Okay. Parce qu'avant de fonctionner comme ça, je fonctionnais par le calendrier. J'avais 8 thèmes, j'avais 8 semaines, j'avais 10 semaines dans l'étape. Je suis correct, je fais un thème par semaine. Ça va être facile, ça va bien aller. Mais j'ai enseigné le rapporteur d'angle, puis je sais que c'est super dur à enseigner l'angle, il se mélange toujours de bord. Puis j'ai passé une semaine à enseigner. À la fin de la semaine, moyenne 93% de la classe. Je reviens au terme de moyenne, là, mais fait que là, je me suis dit, wow, j'ai perdu mon temps. Ils savaient déjà comment cette gang-là. Puis pourtant, j'ai vu plein d'élèves qui ne savaient pas comment utiliser le rapporteur, mais ils ont eu 93. Fait que la semaine d'après, ils passent dans le tableau de numération. J'ai de l'élan, je me sens bon. Ah ouais, ça va bien aller. Moyenne, comme 68% à la fin de la semaine. Là, je dis, wow, j'ai pas de temps pour continuer d'enseigner le tableau de numération parce que j'ai mes autres thèmes avant. Fait que je savais pas pantoute qu'est-ce que le groupe que j'avais devant moi savait pas. Je pouvais pas me baser sur mon expérience. Parce que les fractions, souvent, il y en arrache les élèves. Ouais. Je parle plus pour le 3e cycle. Ouais. Il y a des classes que Christy, il savait les fractions. Fait que je commence par préévaluer les notions simples. C'est facile, je fais faire les exercices de synthèse. Je les corrige, je donne 0 rétroaction, je ne redonne pas la feuille à l'élève, il va l'avoir dans 2 mois quand on va être rendu pour faire la synthèse. Moi, je fais juste récolter qu'est-ce qu'ils savent, puis qui sait quoi dans la classe. Ensuite, là, je décide de qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne, qu'est-ce que j'ai besoin de plus de temps. C'est super logique, là, mais des fois, on prend pas le temps de le faire. C'est pour ça que dans le livre, on commence seulement avec une compétence. Vous faites pas ça en grammaire, en lecture, vous allez virer fou la première année. Là. On fait seulement une compétence, puis on l'exploite. Donc là, on va voir comment essayer d'enseigner en parlant moins, donc avoir plus de temps sur la tâche. Ça, c'est le point 2. Le point 3, on va apprendre à faire des rétroactions. Tu sais, j'écoutais mes rétros, là, je passais à peu près 2 minutes 25. Je suis prof d'éduc à la base, hein. Fait que j'ai un chrono tout le temps sur moi. Avec mon chronomètre. Je passais 2 minutes 25 par élève. Là, sur 10 minutes, j'avais passé 5 élèves. Le bordel prenait tout le temps dans la classe pendant le 5e rétro que je donnais. Là, je dis, faut que j'améliore mes rétros, là. Ça marche pas.
Là, j'ai lu un livre sur la rétro, je me pensais bon, j'ai fini le livre en braillant parce que c'est ça, je m'y prenais mal, sur plein de plans. Puis là, j'ai réalisé que si mon enseignement était clair, si mon enseignement était découpé en étapes, puis là, chaque élément que j'enseigne est découpé en 4 étapes. Ils ont des couleurs. Fait il y a du vert au rouge pour les notions. Mettons une addition. Le vert, ils devraient tous enligner leurs chiffres. C'est super niaiseux, là. Mais quand j'arrive puis vient le temps d'enseigner, j'en pogne tout le temps un qui n'enligne pas ses chiffres, ou 2 ou 3 ou 4. Ouais. Là, je dis, toi, tu es dans le vert, là. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Dans le vert, il faut pas que je pose de questions, parce que je faut que je sois très direct. Donc, dans le vert, je veux que tu enlignes tes chiffres. Dans 2 minutes, je reviens, puis je vais vérifier que tes chiffres sont alignés. Cette retour-là, elle est adaptée à l'élève. L'élève, il sait où se situer par rapport à ce qu'il est supposé apprendre aujourd'hui. Puis c'est exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour passer au jaune à la deuxième partie là, de la notion de la journée. Fait que mes rétros, je suis capable de les donner en 45 secondes maintenant. Là, c'est pas des rétros de production écrite, c'est des rétros d'éléments simples. Ouais. Donc, des tâches avec des rétros. À la fin d'une période que j'ai marché dans la classe, j'ai donné en moyenne 45 à 60 rétros en l'espace de moins de 30 minutes. Je leur ajoute là-dessus les étampeux qui sont debout, qui s'étampent entre eux autres, puis qui s'ostinent sur les réponses qu'ils ont, hein, donc qui métacognent sur les réponses qu'ils ont. Là, le fun est pogné. Là, la période finie, 45 minutes, 50 minutes, 60 minutes est finie. Puis quasiment toute la classe sait la notion. J'ai pas besoin de recorriger en grand groupe. Puis en fait, je le recorrige pas en grand groupe. Il va avoir mon filet de sécurité qui est l'évaluation formative. Prête, pas prête, on passe l'examen. Si on passait l'examen aujourd'hui, combien tu aurais? Donc là, l'élève, il a une chance de se reprendre. Parce que là, il y a l'évaluation du prof. Puis plein d'élèves pensent qu'ils savent la notion, mais tant qu'ils n'ont pas fait l'examen, ils ne savent pas. C'est pour ça que l'évaluation formative est capitale. Mm-hmm. Donc, un petit examen. Puis, vu que je donne pas de devoirs à faire aux élèves, je prends les exercices des devoirs. Donc, sur les matériels pédagogiques, là, parce qu'à un moment donné, j'inventais les exercices. Pas pourquoi, là, mais je me suis mis à inventer des exercices, puis je m'épuisais à faire ça. Ben donc, oui. Donc là, mettons petit poil là, dans la classe, là, il y a 30% dans l'évaluation formative. Ben, tu as une note, c'est ça ta passe pour la rétro, pour la récupération. Fait qu'au début, les gars, ils les étudient pas, parce qu'ils disent, t'as pas besoin d'étudier. Mais là, ma première récup, j'ai 18 de mes 25 élèves là en récup. Là. Ouais. Puis là, ils réalisent que c'est important de bien se préparer au formatif. Donc, c'est pas une punition, mais c'est plus comme une conséquence naturelle. Là. Et une fois que... Et puis là, prête, pas prête, je passe à ma deuxième notion, puis je passe à ma troisième notion. Même si mes élèves, je sais qu'il faudrait que je réenseigne encore. Pas le temps, je passe à l'autre notion. J'en empile 4 évaluations formatives. C'est pour ça que la bulle est ronde au centre. Là, on s'arrête. Parce que j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai été un petit peu trop vite. J'ai enseigné des notions qu'ils savaient déjà, donc j'ai gagné du temps en faisant tout ça. Là, j'arrête, puis là, on va faire des exercices de consolidation. On ressort nos 4 évaluations formatives. Là, les élèves commencent à chercher un coach dans la classe. « Hey, moi, j'ai de la misère avec mon tableau de numération. Regarde, j'ai eu 30. Toi, tu as eu combien? OK, comment tu peux m'aider avec ça? » Puis là, ils commencent à s'entraider autour de ça. Il y a plein d'exercices bizarres, là, comme des enfants qui inventent des exercices pour d'autres élèves. Puis c'est eux autres qui vont corriger. Donc ça, c'est dans le point 5. Là. Mm-hmm. C'est eux autres qui vont corriger les examens des autres. Puis pourquoi c'est là? C'est parce qu'ils se préparent pour l'évaluation finale. Fait que tout ça a un sens. Là. C'est sûr que là, je parle beaucoup de l'évaluation, mais en fait, c'est pas vrai que les élèves viennent à l'école pour apprendre le tableau de numération. Malheureusement, ils courent un peu après les résultats, eux autres aussi. Là. Puis plus ils sont vieux, plus ils sont conscients de ces résultats-là. Fait que de sentir un support de l'enseignant, des autres personnes. Puis très vite, ils apprennent qu'un fort a besoin d'un faible. Le fort, il pense que c'est facile à aider un faible, fait qu'il va y aller vers la facilité quand vient le temps de la notion 5, là, les tâches auto-générées. Mm-hmm. Et très vite, il va réaliser que l'élève qui est faible, c'est compliqué en tabarouette d'y expliquer des affaires. Fait que là, il faut que tu réexpliques. Puis pendant qu'il fait ça, lui, il conscientise souvent plein d'éléments qu'il faisait plus inconsciemment. Donc, et là, il y a quelque chose qui arrive autour de l'évaluation aussi. J'en parlerai peut-être vers la fin, là, parce que tu as une question sur les élèves qui en retirent eux autres. Mais le fort puis le faible, ils vont avoir une rétroaction lors de l'examen. Ils vont se dire, regarde, là, l'élève a réussi à progresser, puis c'est un peu à cause de l'aide de Philippe dans la classe, puis c'est un peu à cause de... Là, les élèves voient l'effet qu'ils ont sur les autres.
Puis le faible qui a stallé avec le fort, puis que le fort continue de progresser, mais le faible, il sait que c'est à cause de lui que le fort a progressé parce que il a fallu qu'il réexplique 6 fois de 6 manières différentes. Là, puis ça l'a aidé lui aussi. Fait que c'est à l'inverse. On n'est plus des forts, des faibles avec une espèce de hiérarchie. On est des gens qu'on a besoin d'être ensemble pour réussir à mieux réussir. Ces périodes-là, là, je me tourne les pouces dans la classe. Je circule, je donne des rétros à des gens, mais je veux dire, j'ai pas une pression de produire, j'ai pas une pression de soutenir l'attention de mes élèves. On est souvent surpris par la cloche pendant ces périodes-là parce que tout le monde est en train, quand je dis tout le monde, c'est 95% de la classe, là. Mon élève problématique continue à marcher autour de la classe, puis des fois je m'en occupe un peu, là, mais voilà. Donc ça, c'est la gestion, c'est ce que j'appelle la gestion en 6 phases. Puis tranquillement, pas vite, on encourage l'enseignant à essayer des petites affaires de même, seulement dans la compétence qu'ils ont choisie. OK. M'arrête pas pauvre gens là à la maison, ils m'entendent juste parler. Non, mais il y a des bons commentaires, il y a des belles questions aussi, puis on va y revenir un peu plus tard pour les questions. Je vais juste continuer un peu dans ce qu'on avait préparé ensemble. Ça change quoi? Il y a Benoît qui Oui, vas-y. Il y a Benoît qui pose une bonne question. Est-ce que les élèves sont au-dessus de la moyenne de leur école? En fait, les mesures que j'ai faites, parce que là, j'ai des analyses de profs. J'ai les notes avant les profs, pendant qu'ils sont. Ça, c'est un autre sujet, ça par rapport au livre, là, mais j'essaie de détecter l'expertise de l'enseignant. Puis, c'est pas tant une question de moyenne que j'ai plus d'élèves qui réussissent, j'ai plus d'élèves qui s'engagent. Fait que des fois, dans un examen, étrangement, disons que ma moyenne l'année passée, ou la dernière étape, était à 80. Puis là, j'ai 2 examens que j'ai 75% dans les 2 examens. La moyenne du groupe, là, est à 75. Dans l'examen A, j'ai 60% des élèves qui se sont dépassés. Ça veut dire que les 40% des élèves, ils ont tellement coulé, ils ont tellement été plus bas que leur moyenne de la dernière étape, que ça a baissé ma moyenne à 75. Donc, c'est là où je me suis mis à quitter la moyenne un peu de vue pour m'attarder à combien d'élèves se dépassent eux autres mêmes. Puis quand tu comptes combien d'élèves qui se dépassent eux autres mêmes, il y a beaucoup, c'est là où est la solution en éducation pour évaluer notre effet. Deuxième moyenne, 75, puis j'ai 35% des élèves qui se sont dépassés, mais la moyenne a quand même baissé de 5%. Ouais. Dans ce deuxième examen-là, c'est hyper grave. Ça veut dire que la majorité de ma classe ont baissé. Ça, c'est majeur. Là. Il faut que je fasse absolument quelque chose. Mais l'autre, 75%, mais que j'avais 70% des élèves qui s'étaient dépassés, ça va super bien. Ouais. Il y a plus en plus d'élèves qui commencent à se dépasser, puis les élèves commencent à mieux lire les résultats de leur évaluation. Ils sont plus la note qu'il y a sur la feuille, ils sont dans à tabarouette, il me reste cette notion-là à apprendre. Donc, voilà. Tu as changé, en fait, la notion d'évaluation dans la tête des jeunes. Oui. Puis, tu sais, Stéphane, juste parce que tu sais que je sais aussi que t'es très actif sur les réseaux sociaux aussi, puis tu parles beaucoup d'évaluation avec d'autres. Puis tu t'es fait écorcher pas rien qu'une fois parce que souvent. Non, mais c'est ça, mais parce que vite de même, quand tu nous parles, on a l'impression que tes élèves sont toujours en évaluation. Mais ce que nous, on sait pas, c'est l'ambiance que tu as instaurée dans ta classe, l'ambiance de contribution, pour pas dire collaboration, là. Et ça change tout quand l'élève reçoit sa note, sa feuille, parce qu'en passant, les évaluations, on n'est pas prêt à changer le système, là. Non. Tu sais, on n'est pas prêt à changer le système. Des notes, ils vont en avoir, là, puis, tu sais, je veux dire, on parle des autres systèmes d'éducation dans le monde, là, puis on n'est pas prêt à leur ressembler, là, tu sais. Fait que toi, dans ta... Ben, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais toi, tu t'es peut-être dit, il faut jouer avec le système, mais il faut le rendre plus attrayant, ce système-là. Oui. Je me trompe en fait, dans ça, ou... Ah non, tu es en plein dans... En fait, j'ai le mot pérennité en tête. Avant, là, de 2000 à 2010, j'étais pro-projet. Richard Angeloro, ici, là, quand il m'invitait à l'université, il disait, écoutez-le, là, mais il est dans une version projet de la pédagogie, puis j'étais que projet. OK? Je voulais que l'enfant se découvre ses qualités, puis je voulais qu'il... Puis j'ai rencontré plusieurs élèves, puis tous les profs, j'imagine, ça vous arrive, mais j'ai rencontré plusieurs élèves comme 5 ans après. J'ai surtout rencontré des élèves décrocheurs.
Puis là, qui me disait tout qu'il avait eu la meilleure année avec moi là, pendant cette année-là, comme tout bon élève, il rencontre son prof, il dit souvent qu'il était le meilleur. Là. Mais les là, autres traversent la rue. Ouais, ils sont en courant, t'es comme hey! mais je me suis dit, est-ce que mon projet cinéma extrême a sauvé ces élèves-là qui ont décroché 2, 3 ans après avoir passé dans ma 6e? Là, je me suis dit, si je veux que l'élève soit fier de lui, il va falloir qu'il traverse le système tel qu'il est présentement. Essayer de changer le système, c'est causer un préjudice, je trouve, à l'enfant, parce que quand il va quitter ma classe puis il va aller dans l'autre, qui va être dans un système de notes, il va falloir qu'il réussisse dans ce système-là. Puis si moi, j'ai créé une trêve, c'est extraordinaire, il a vécu une belle année, mais s'il n'y a pas de pérennité à mon enseignement, si l'année prochaine qu'il arrive dans des examens puis il se plante puis il se trouve pas bon, ben je vais avoir endommagé mes élèves. C'était cette philosophie-là que j'ai voulu essayer d'utiliser autour de l'évaluation. Les élèves détestaient les évaluations, mes élèves adorent l'évaluation. Tu vois, j'ai fait un petit looping. Ça a donné que j'ai enseigné en 3e, après en 4e, puis après en 5e. Là. Wow. Donc, j'ai eu une année où j'avais 10 élèves que j'avais eu l'année passée, puis 10 nouveaux élèves qui arrivaient des autres groupes. Puis je leur avais demandé l'opinion. Quand tu reçois un mauvais résultat dans un examen, là, qu'est-ce que ça veut dire? A, que t'es pas bon. B, que c'est pas une matière que tu trouves intéressante. Ou C, que tu as des choses à apprendre de ça. Mais 10 de mes élèves qui étaient avec moi l'année d'avant, ils ont dit, ben non, c'est des choses à apprendre. C'est pas ta note. En 4e année. En 4e année. Puis les 10 autres élèves qui provenaient de l'autre classe, j'ai fait ce sondage-là en septembre, 10 élèves sur 10 me disaient qu'ils étaient pas bons ou que ils n'aimaient pas cette matière-là, puis c'était pas de leur faute, là, c'était la matière qui était pas bonne. Fait que je me suis dit que l'évaluation peut aussi transformer l'élève. Essentiellement, avec les 60 profs que j'ai accompagnés cette année, là, la moyenne des examens corrigés, ça semble au primaire, ça semble être de 100 examens par année, par prof. OK, on donne une dictée, on la corrige, on donne un petit travail de semaine, on corrige, on donne un devoir. Puis là, si on rajoute quand le prof se met à fouiller dans le cahier de l'élève, là, ça monte à 150. 150, c'est ça. On a 40 semaines. Ça veut dire que chaque enfant reçoit 3 à 4 examens en moyenne par semaine. Fait qu'il faut pas se le cacher, là. On attend. Nos élèves sont très, très souvent touchés par différentes formes d'évaluation. Puis souvent, c'est contracté dans le temps. Hein. On peut passer 2 semaines sans examen, mais on en pitch plein, là, certainement. Donc, pour l'élève, qu'est-ce que ça change? C'est que il commence à voir qu'il peut avoir un effet sur sa note. Quand tu as un élève qui a 50%, là, qui passe à 55%, tous les profs, on est tout le temps en train de lui dire, mais c'est merveilleux, tu as monté de 5. Le jeune, il se dit, je suis encore en échec. Le prof, il était une fleur bleue, mon prof, là, j'étais encore en échec. Les élèves, je les informe sur le taux de progression. Je l'effleure dans le livre, là, mais je peux juste marquer sur l'examen plus 5, par exemple. Fait que mon élève qui a 90 au même moment, aux mêmes évaluations, puis que lui, il a baissé à 87, mettons. Oui, on parle des notes, juste purement des notes, là. C'est pas de la rétro que je parle, puis tout ce qui va autour, là, mais moi, quand je vais remettre les copies d'examen aux élèves ou qui vont se les distribuer, je vais dire, OK, qui a réussi à progresser, là? Là, mon élève qui a 50%, il lève sa main. L'élève qui a 88, il peut pas lever sa main, il n'a pas dépassé sa note. Puis là, on s'informe, on fait des données probantes en classe. Les élèves commencent à partager des pratiques. Ben moi, j'ai essayé le truc de relire une 2e fois le texte. Ah, ben oui, j'ai progressé. Toi, as-tu progressé? Qu'est-ce que tu as fait comme truc? Ah, moi aussi, j'ai lu une 2e fois le texte. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez lu différemment? Puis là, les élèves sont intéressés à ça. En fait, on fait des discussions de classe. Ça a un effet de 0.88 sur la réussite selon les travaux de Hattie. Donc, les discussions de classe, mais basées sur la métacognition, mais qui découlent de mon évaluation formative. C'est pas qu'est-ce que vous pensez qui marche, puis l'élève qui a 90, puis là, il vient d'avoir 87 dans cet examen-là, puis qui peut pas parler, il capote, là. Parce que lui, il a une stratégie, là. Il a 87, mais il peut pas parler. Fait que lui aussi, il a hâte de la prochaine fois d'avoir une évaluation, de voir, OK, c'est vrai, j'ai pas lu une 2e fois, là, puis il y a 7 personnes dans la classe. Même, maudit, le plus proche de la classe a réussi à progresser. Ça, me l'a essayé. Donc, il y a
il y a pas de fort de faible. Il n'y a pas de fort de faible. On parle que de la progression. Fait, là, quand l'enfant voit que même dans la lecture qu'il déteste, qu'il y a tout le temps, puis 2-3 mois plus tard, il commence à voir que certains examens, il y a de l'effet sur sa propre note parce qu'il est toujours comparé avec lui-même. Ben là, il commence à s'intéresser au charabia là, que j'essaye d'enseigner, que tous les profs enseignent dans le fond. Donc, si tu ne réussis pas à intéresser l'élève à sa propre réussite, entendre ici à ses propres notes, ben, il va toujours être, ses émotions vont fluctuer en fonction de son résultat. C'est clair. Tu reçois un 60 quand tu as 80, tu es comme, ah ben, tabarouette, c'est l'examen. Puis j'avais fait une discussion, j'avais pris tous les élèves qui baissaient ensemble. Je les ai assis autour d'une table, je dis, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé dans cette 6e année. Je l'ai fait en 2e aussi, il y avait le vocabulaire nécessaire, là, on était rendu au mois de mars. Puis là, j'ai dit, OK, expliquez-moi comment ça fait que vous avez baissé. J'avais 3 élèves là-dedans, dans les 90, qui venaient de baisser dans cet examen-là. Étrangement, les 3 élèves qui avaient 90 avaient le vocabulaire d'un élève en échec. Pas de ma faute, c'est l'examen. Il y avait cette question-là, et chienne, cette question-là. C'est pour ça que là, j'étais comme toi, là, t'as toute l'expertise pour réussir à cette question-là. Comment ça se fait que tu plantes l'examen? Fait que quand tu commences, puis là, après ça, tous ceux qui avaient progressé, on s'est assis ensemble, tu dis, expliquez-moi comment ça se fait que vous avez progressé. Je fais ça dans la classe, pendant que les autres écoutent, là, ils sont pas innocents, là. Ouais. Je fais ça publiquement, là, mais, donc, puis là, tous les élèves étaient super emballés, là, puis j'avais peu de raisons qui étaient reliées à l'examen dans ceux qui progressent, et qu'ils parlaient que de stratégie. Puis quand eux autres commencent à parler de stratégie, toi, tu travailles plus comme prof, là. T'es intéressé à apprendre. Puis je me dis, ça, c'est de la pérennité. Quand ils vont arriver l'année prochaine, ils vont être peut-être un peu plus en mesure d'expliquer leur propre réussite, puis d'expliquer leur échec basé sur d'autres choses que c'est pas de ma faute, je suis pas bon. Ou, voilà. Donc, ça, c'est pour les élèves. Et ça, c'est le côté de la gestion de la réussite. Dans ton livre, puis je te connais aussi beaucoup, tu parles beaucoup de gestion de classe. Tu en parlais dans ta conférence aussi. Moi, quand j'ai des stagiaires, tu sais, je leur dis toujours que, ben, tu sais, moi, je suis pas le genre de gars trop à planifier d'avance. Puis je vais au feeling. Puis bon, ça, c'est le côté un peu boboche de Pierre, mais côté gestion de classe, je suis quand même, tu sais, je trouve que j'ai de l'allure, puis moi, je leur dis, s'il y a quelque chose que tu vas apprendre de moi, c'est ça, tu sais. Parce que je me dis toujours que si tu as une moins bonne gestion de classe, c'est difficile après ça de faire, bon, les projets que tu as envie de faire, les activités que tu as envie de faire. Il me semble que tu passes trop de temps à gérer ta classe au lieu d'avoir du fun avec eux autres, puis donc là, on va passer justement à ça, à ta gestion de classe. Tu as un beau tableau pour nous autres. Explique-nous ça en quelques minutes, parce que ça fait il reste déjà 10 minutes. Oui, tout à fait. Ben, quand tu mets en place plein de choses dans la gestion de la réussite, ta gestion de classe se simplifie beaucoup. En fait, là, on voit, c'est petit, là, on voit 8 catégories d'interventions qu'on pourrait faire, parce que j'ai réalisé, encore là, qu'on avait comme quand vient le temps de la gestion de classe, on a comme trois façons d'intervenir. On rappelle, on menace, puis là, on essaie de trouver une punition. Puis là, quand ça marche plus ou moins, on essaie d'instaurer un système d'émulation de groupe, puis là, que ça soit Classcraft, Classe Dojo, informatisé, que ça soit des cartons, Si on l'avait trouvé, la gestion de classe, l'outil de gestion de classe, tout le monde utiliserait le même. Puis ça perdure jamais. Un outil de système d'émulation de groupe, ça perdure jamais. Fait que là, je me suis dit, y a-t-il manière encore là de travailler moins? Fait qu'au lieu d'avoir 3 points, là, rappel, menace puis punition, là, bien que là, je suis super généraliste, là, et j'ai réalisé que j'étais souvent à côté d'impunitions où je devais négocier avec des élèves. Ah là, si tu te remets au travail, peut-être je vais oublier ta conséquence. Mais puis là, ben, on rend les élèves experts à négocier. Les élèves se mettent à vouloir négocier à conséquence. Puis là, on est prêt à gauche. Donc, j'ai déployé ça, mais en gradation. Donc, on devrait commencer par le point 1, on fait ça. Là, quand ça marche pas, donc enseigner explicitement des stratégies préventives. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre dans la classe pour éviter certains types de comportements. Puis si on commence à faire ça, on enlève 50% des cas de comportement instantanément.
C'est pas moi qui le dis, là. Faut l'essayer. Ouais. Donc là, après ça, il y a des processus de rappel. Là, j'ai marqué des processus de rappel explicites. Remettez-vous au travail, s'il vous plaît, maintenant. Puis, il y en a des non-verbales, là, où est-ce qu'on va encourager les élèves qui font le 4 pour 1, et ça vient, moi, je l'ai appris avec Steve Bissonnette, là, mais c'est le plus payant. Donc, tu félicites 4 élèves positivement, explicitement. Pourquoi tu les félicites? Puis là, tu fais un rappel sur un élève qui, lui, n'était pas à son travail. Vous remarquerez, là, c'est sûr que là, ça va être un peu différent quand on va retourner, là. Mais si je dis, Pierre, mets-toi au travail, regardez pas Pierre pendant que vous faites ça. Regardez le reste de la classe. Vous n'avez aucun effet sur les autres. Si tu dis, Pierre est assis ici, là, puis il y a 4 autres élèves autour, là, je vais attaquer les 4 autres personnes autour de Pierre. Je vais dire, félicitations Julie, félicitations Richard pour avoir sorti votre cahier, c'est ça que j'attendais. Donc, une félicitation explicite dans un ratio de 4 pour 1. Tu en félicites 4 en disant pourquoi tu les félicites. Là, tu peux faire un rappel. Dès que tu en félicites 1 ou 2 et que tu dis pourquoi tu les félicites, regarde pas ces personnes-là, regarde ce qui se passe dans la classe. 80% des autres élèves se mettent au travail. Cet outil-là ne peut pas être brûlé. Je peux l'utiliser 120 fois par jour pendant tous les jours de ma vie et ça a un effet positif sur l'enseignant extraordinaire. Tu ressors de ta classe, puis même avec l'expérience, tu dis, Caroline, j'ai un bon groupe cette année. Mais si tu fais juste essayer d'attaquer, de rejoindre les élèves qui font pas ce qui est demandé ou qui se désengagent, tu ressors de ta journée en disant, mais tabarouette, il y a personne qui travaille dans cette classe-là, puis c'est triste, il y en a que je vois pas parce que je m'occupe juste de Tipoel qui prend toute mon attention. Donc, revenir à une espèce de gradation. Il y a plus de 50 trucs dans le livre. Et la raison pour laquelle il y a des cases vides, c'est que le prof, on t'en propose, donc des stratégies préventives, on en propose 13, je pense, dans le livre. Fait que là, t'en mets, le prof choisit, puis vous en faites déjà, là. C'est pas comme si les profs étaient venus quand ils lisaient le livre, là. Donc, ils font leur propre grille. Fait que si jamais ils viennent pour menacer un élève ou pour se fâcher après un élève, ils peuvent se reculer, venir voir cette feuille-là qu'ils ont mis sur leur pupitre, puis qu'ils disent, ah, t'as essayé le rappel, t'as essayé d'attaquer d'autres personnes autour. Tu sais, on a besoin d'outils mnémotechnique là, pour un petit la case est vide. Mais dans la 30 trucs de la gestion, 30 trucs de la pédagogie 3.0, dans la conférence, j'en donne 10 qui sont assez farfelus. Il y en a là-dedans, vous dites, ah, ça, je l'ai jamais essayé. Là. Voilà. Donc, la gestion de classe, c'est réussir à sortir de ta journée, parce qu'on a des enfants, on a une vie après l'école, et que si on s'occupe pas bien de nos enfants, on se sent mal sur 2 plans. On se sent coupable face à nos enfants, on se sent coupable face aux élèves, puis là, on est mal partout. Puis quand on est mal, on est comme en retard sur les commandes. Il va arriver quelque chose, puis si c'était une bonne journée, on aurait tourné ça en blague, puis ça aurait bien été. Mais là, cette journée-là, on est tendu parce qu'on est frustré sur plein de plans de notre vie, fait qu'on est plus sec, ça régénère, ça réamplifie, ça reconstruit la tension dans la classe. Puis là, on finit, puis on dit, Caroline, j'ai toutes faites les interventions, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? C'est pas le système d'émulation. Là. Ça se rend jusqu'à l'expulsion. On le voit l'expulsion ultime, là, c'est là où tu as nos faces. L'expulsion ultime, c'est la 38e intervention, là, si on se rend jusque-là. Puis j'ai appris ça dans les écoles dures de Verdun, c'est que l'enseignant sorte avec l'élève expulsé. Au secondaire, c'est aussi payant. Fait qu'il faut absolument, au lieu d'appeler le TES ou au lieu d'expulser l'élève, si tu sors, au secondaire, c'est encore pire. Là, si tu sors avec l'élève que tu expulses, là, tu vas avoir un respect incroyable de tes élèves et de ce bum-là qui pensait avoir la paix de toi parce que tu l'expulses. Mais donc, c'est quelque chose à mettre en place. Là, c'est complètement... ça renverse. Puis cet élève-là devient plus problématique là, comme quasiment instantanément. Mais ça, c'est l'expulsion. D'habitude, il faut que tu aies fait 38 choses. La dernière fois que j'ai expulsé un élève, c'était en 2011. C'est pas que j'en ai pas des tannants. C'est juste que j'avais plus besoin de me rendre là parce que j'ai comme épuré tout ce que je pouvais faire avant. Voilà. Stéphane, assez rapidement, parce que j'ai vu envoyer ta table des matières, puis c'est un peu là-dessus que j'ai basé notre présentation. Tu as écrit l'importance d'admirer les parents. Puis après ça, on va répondre aux questions parce que il y a vraiment des belles questions, puis je veux qu'on passe, le plus de questions possible. Fait que essaie de faire ça court, mais c'est vraiment important quand même.
C'est une histoire, en fait. J'étais fâché. J'avais un élève qui arrivait endormi, cerné, la même tache de ketchup à la même place, une même chandail depuis 7 jours. Ouvrable. Ça veut dire qu'il avait passé à sa tâche. Là, j'étais vraiment fâché. Je convoque les parents, le père qui arrive aussi cerné, lui, avec. Je suis dans un milieu multiethnique là, de l'ouest de l'île de Montréal. Puis là, j'avais ma liste. Là, je veux que son linge soit changé, je veux que tu le couches, je veux que tu ceci. Puis je me suis mis à écouter le parent. Le parent, c'est un immigrant qui est dans son pays. Il avait un gros métier. Ici, il est pogné à faire plein de petits jobs. Il travaille dans 3 jobs, la mère aussi. Fait que l'enfant, il se lève, il est tout seul, la mère est déjà partie. Puis quand il revient à la maison, c'est que le père qui vient. Fait que lui, il mange des Ritz avec du fromage. Il mange rien d'autre parce que sa boîte à lunch, il n'y a pas d'autre chose non plus dedans. Fait que j'ai écouté le parent, puis je me suis mis à l'admirer. J'ai pas fait volontairement, j'ai pas fait à des fins de manipulation. Je me suis dit, mais vous avez une vie, tu sais, comme c'est complètement débile. Puis quand j'ai fini de lui dire tout ce que j'appréciais de ce qu'il faisait, parce que je l'avais écouté au lieu de l'arriver à dire là, prends des notes, là, me dire comment t'occuper de ton fils. Puis il faisait de la lutte, puis je disais peut-être amener votre jeune faire la lutte, là. Juste voir qu'est-ce que. Le lendemain, le jeune était à son affaire, il avait changé de linge, puis ça a changé la vie du jeune, parce que le parent à la maison, il s'est mis à dire t'es un bon prof, t'es un prof qui écoute. Puis c'est ça, c'est que je l'avais pas fait volontairement, j'avais pas planifié de faire ça, mais ça vaut la peine, je vais pas me mettre à broyer, ça vaut la peine de prendre le temps de s'écouter, puis surtout les parents. Tu sais, comme là, dans la pandémie, j'appelle à 12h30, il y a un élève qui dort, puis le parent veut pas le réveiller. C'est bizarre, 5e année, il dort à 12h30. Ouais. J'appelle l'autre, il dort avec. Fait que là, je dis au père, hey, va le réveiller, là, c'est rare que le prof appelle à la maison. Fait que le jeune, il game jusqu'à 2h du matin, 10 ans, là, il game jusqu'à 2h du matin. Puis là, j'ai des jugements qui me passent dans la tête. C'est clair, Le parent tout croche, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je réalise que les 2 parents immigrants travaillent à la maison, puis ça fait leur affaire que le petit dorme jusqu'à 1h, 2h l'après-midi. Oui, eux autres qui ont le temps de travailler. Je peux pas juger qui que ce soit. C'est leur réalité, puis ils font du mieux qu'ils peuvent. Fait que tu sais, et de toute façon, les conseils qu'on a à transmettre vont être mieux entendus suite au fait qu'on ait pris le temps d'écouter les parents. Puis un appel de même, ça règle le problème de l'année, plutôt que 6 appels où il faut que tu recours après le parent puis que le parent refuse de te répondre parce qu'il sait qu'il va encore entendre des remontrances de ta part. Ça c'est comme... Qu'est-ce que tu en penses de ça, Pierre? C'est comme, Stéphane, c'est comme les fameux billets de retard. Moi, j'ai des élèves, là, à tous les matins, ils arrivent avec le billet de retard, tu sais. Tu sais, là, je pose la question, j'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu arrives en retard? Tu sais? Là, ben, des fois, c'est la petite sœur, le petit frère, des fois, c'est lui, puis des fois, c'est... À quoi ça me sert de pousser le bouton, de pousser le bouton et de pousser le bouton? Ça sert à rien. Ça sert à rien de... Bon, encore. Puis là, on pointe... Hey, là, pire encore, on pointe les petits coupons puis on broche ça dans l'agenda. Il y a plus de billets de retard que de pages dans l'agenda. À la fin de l'année, ça marche pas. Là, je fais comme, ben voyons donc. Puis la journée qui arrive à l'heure, hey, là, tu sais, c'est là, faut que tu sortes ta carte, là. Tu fais comme, hey, tu regardes l'heure. Mais t'es beau, toi, quand t'arrives à 8h moins 5. Puis ça change tout, puis c'est fini après. Il y en a presque plus. Mais les fois que ça arrive, tu sais pourquoi que ça arrive. Tu fais comme, ben c'est correct. Puis tu sais, à un moment donné, quand il va faire un job qu'il trippe, puis qu'il aime, puis il va se lever, puis il va arriver à l'heure, tu sais. Il y a des affaires un petit peu... là, on est encore dans le système, là, mais bon, c'est ça, c'est chaque école est différente aussi, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut admirer les parents, c'est pas tout le temps facile. On a les élèves, tu sais, dans une semaine d'école, on a les élèves plus souvent qu'eux autres les ont, tu sais, réveillés. Tout à fait. Réveillés, tu sais. Donc, des fois, on fait comme, mais comment ça, là, tu sais? Comment ça, c'est pas fait, ça? Comment ça, tu sais? Pourquoi, tu sais? Mais pourquoi? Je veux dire, on n'est pas dans les maisons, on sait pas ce qui arrive. Ils peuvent avoir une nouvelle que la grand-maman est rendue à l'hôpital. Je suis désolé, là, mais... Ils feront rien. Ils font pas ton travail, là. Ils sont pas là, tu sais. C'est ça. Fait que des fois, on pousse le bouchon un peu trop... tu
sais, moi, je dis toujours que pour ce qui est des parents, là, pour comme acheter la paix, puis c'est vraiment pas méchant, là, mais la première rencontre de parents, au primaire, entre autres, où est-ce que au mois de septembre, on rencontre tout le monde, là, à être capable de dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait en classe, les rassurer, parce que c'est ça qu'ils veulent. Moi, je parle pas, je dis pas, nous allons utiliser ClickMath, sans faire de pub, là. Nous allons utiliser ce manuel cette année. Eux autres, là, ils s'en foutent du manuel, ils vont faire du français puis des maths de toute façon. C'est plutôt les rassurer puis de montrer qu'on est là pour eux autres. Stéphane, attends un peu, je vais regarder dans notre petit PowerPoint, on était rendu où, là? Je pense que il est déjà... Rendu aux questions, mais je voulais dire à Edith, là, aucun jugement, aucun. Là, on est dans des périodes de confinement, on est dans des périodes extrêmes. Je suis enseignant, j'ai eu mes enfants tous les étés à date, puis quand ça a commencé, mes enfants étaient incroyablement difficiles, puis je me trouvais chanceux d'avoir plein de compétences, puis malgré tout, mes outils marchaient pas tout le temps. Fait que, tu sais, on fait ce qui est le mieux, puis on vise le cœur, tu sais, on vise qu'on se sente bien, mieux que dans la situation qu'on se sent, que nos enfants, relativement à tout ce qui se passe, tu sais, on offre le meilleur pour le mieux, puis le meilleur, c'est comme le bonheur, on ne l'atteint jamais, je pense. C'est comme une espèce de balance. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mais tant qu'on vise par là, puis en tout cas, un conseil inutile, là, tapez-vous pas sa tête. Là. Il faudrait que je me le dise à moi-même, là, mais tapons-nous pas sa tête. On n'a pas besoin de tout ça là, pour épurer nos pratiques. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, je vais essayer de passer. Donc, il y a José qui nous dit quand plusieurs élèves ont des difficultés particulières, dyslexie, autisme, syndrome de la Tourette, tout ça, est-ce que c'est possible d'appliquer ton approche de 3.0, Stéphane? Oui. En fait, j'ai un élève qui a fallu que je sorte avec lui. La dernière expulsion, c'était un autiste de haut niveau là, qui avait 1000 problèmes. Puis suite à cette expulsion-là qui a eu lieu au début octobre, avec laquelle je suis sorti, mais après ça, il s'est mieux intégré dans la classe parce qu'il était moins réactif, il était moins en conflit avec tous les élèves, puis il était ouvert à mieux apprendre. J'ai un système monétaire aussi dans la classe. Des fois que les élèves peuvent, avec de l'argent de classe, se payer des services. Comme moi, je peux aller me payer un Kiro. Là. Il y a des élèves qui se payent des tuteurs dans la classe avec ce système-là. C'est pas un système de t'es gentil, tu reçois de l'argent. Là. J'en parle même pas dans le livre du système monétaire là, parce que les gens le comprennent tout croche. Mais l'idée, c'est que si on en revient à la contribution, mon autiste, là, il va avoir des affaires qui va avoir la misère à expliquer. Puis que je vais l'encourager à l'expliquer. Puis si c'est pas des élèves de ma classe, ça va être des élèves de d'autres niveaux, là, tu sais. J'appelle ça la maternellothérapie, là. Quand j'envoie des élèves aider en maternelle, là, ils reviennent, sont transformés. Donc, c'est pas des techniques, c'est de se rapprocher de qu'est-ce que lui a besoin d'apprendre, puis qu'est-ce que je pourrais mettre autour pour favoriser sa croissance. Peu importe le problème qu'il a. Donc, c'est pas de faire passer tout le monde, c'est pas de faire... donc, moi, je l'attrape à 50%, mais j'essaie de le larguer à 65%. Il va retomber parce qu'entre 60 et 70, c'est des hauts puis des bas. Ouais. La progression n'est jamais linéaire. Mets-toi au régime, tu es capable de perdre 1 livre par semaine pendant 10 semaines sans arrêt. Fait que dans l'organique d'une classe, c'est aussi... mais il y a des tendances qui apparaissent. Donc, Stéphane, tu as parlé de régime. As-tu un message à me passer ou... Non, en fait, je vois pas le bedon, là, je vois le garage. Toi, t'es beau. Toi, t'es beau. Stéphane, Benoît nous demande, est-ce que les effets se perdurent dans le temps? Parce que toi, tu changes un peu la notion d'évaluation en progression puis tout ça, puis quand il arrive dans une autre classe, est-ce que ça perdure ça ou les autres profs qui sont très évaluation puis c'est ça ta note puis réussissent un peu à, je veux pas dire défaire, mais quasiment ce que tu as essayé de faire avec eux? Quand je faisais les projets, c'était la catastrophe l'année après moi. J'étais en 6e, on perdait beaucoup d'élèves qui partaient au privé, fait qu'on ne voyait pas trop que mes méga projets, là, ça l'endommageait des apprentissages graves. Là, là, en étant en 5e, des fois, je vais fouiller les notes de 6e, puis je peux voir là, l'impact que ça a. C'est sûr que
dans un milieu de travail, les employés vont pour le patron. Ils vont pas pour la job en premier. C'est le lien avec le patron qui fait une grosse différence dans le niveau de performance. Les études mentionnent que lorsqu'un élève, peu importe l'élève, là, il arrive dans une classe hautement efficiente, là, je parle pas, la mienne est hautement efficiente, mais les recherches qui ont été faites dans le domaine, il y a un effet qui perdure pendant 3 ans, 3 années après cet effet-là, on remarque la trace, la legacy, l'héritage de cet enseignant-là pendant 3 années qui suivent. Pas chez tous les élèves, mais chez plus d'élèves qu'un élève qui aurait un effet mitigé, disons. Ouais. Effet moyen, basé parce que le prof fait des choses extraordinaires puis fait des choses à côté qui briment. Donc, ça fait 6 ans, je suis rendu à ma 7e année, puis je regarde les résultats antérieurs des élèves qui sont après moi. Puis, étrangement, quand j'ai fait mon looping, j'ai même 3 de mes élèves qui ont chuté au mois de septembre. Donc, je les ai eus pendant 1 an de temps, ils sont avec moi en septembre. Paf, ils plantent. Je suis comme, comment ça se fait que tu plantes? Tu sais, qu'il n'y a rien de nouveau pour toi dans la classe, tu sais, que c'est le même système, là, tu sais. Puis malgré tout, il y avait des élèves qui fluctuaient par le bas. Donc, la question, c'est de compter le nombre d'élèves qui se dépassent ou qui se maintiennent à travers les fluctuations. Parce que le passage de la 2e à la 3e, la moyenne baisse de 5%, c'est normal, cette baisse-là. Est-ce que les élèves qui ont quitté ma classe en 2e, ils ont chuté de 3% plutôt que 5%? Donc, c'est tout... c'est assez complexe là, comme notion. Mais puisque tout est basé sur des examens papier, tu reçois, tu te fais corriger par le prof, l'année prochaine, il va recevoir des examens papier, sur papier, qui va se faire corriger. Fait que, c'est plus proche de ma robotique puis mes robots téléguidés que je faisais là. Je recommence à en faire, là, mais j'ai du temps. Ouais, c'est ça. Il y a Mélanie qui dit, mis à part ton expérience, c'est quoi tes sources? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ton livre? Est-ce que c'est les neurosciences, le travail des chercheurs? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ben, c'est ça, en fait, c'est que la première année que j'ai fait la 3.0, j'ai évalué la moyenne, je comptais en moyenne, a monté d'1,8%, elle a rechuté après moi. J'ai eu 40% des élèves qui ont baissé pendant l'année avec moi, j'étais détruit. J'ai changé d'école pour aller dans un milieu hautement défavorisé, réalité montréalaise, là, dans l'ouest de l'île, multiethnique. Puis là, j'ai pleuré tout le mois de septembre. C'est l'année que j'ai sorti mon article sur la gestion de classe, que j'ai eu mon site est populaire à cause de la gestion de classe, à cause de cet article-là. Mes trucs ne fonctionnaient pas, je braillais, je me sentais le pire imposteur du monde. Puis entre 2 cracks de trottoir, c'est là que j'ai eu l'inspiration de la progression, d'amener l'emphase sur la fluctuation de la note plutôt que sur m'éparpiller partout. Puis cette année-là, j'ai changé plein de pratiques, toujours au hasard, là, pas en lisant, là, mais toujours au hasard. Et progression fulgurante des élèves. 82% des élèves ont progressé, la moyenne générale. Hausse de 4,8%. Ceux qui ont progressé, 7,2% de progression. L'année subséquente, il y a eu une légère chute, mais entre avant moi puis après, il était quand même plus haut. Là, je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai des années que je me creuse la tête. Et là, je suis tombé sur les travaux de John Hattie, chercheur international, sur les données probantes, qui a cumulé plein d'affaires. Il y a certaines critiques autour de ces travaux, mais au-delà de la critique, on peut quand même aller visiter ce qu'il a fait. Puis, l'an 1 de la 3.0, j'avais fait 3 des 10 éléments qui étaient dans le top, là, des affaires qui sont plus efficaces. C'est pas moi qui le dis, c'est la recherche, l'analyse de méta-analyse. L'an 2, j'en avais 7. Donc, intuitivement, j'étais tombé sur des affaires qui... J'aurais dû lire Hattie avant. Ça existait, c'est sorti en 2008, mais j'avais pas le temps de lire. J'avais des enfants, puis j'enseignais. Ouais. Donc, mon livre, et c'est John Hattie même qui fait la préface de mon livre. Donc, mon livre j'ai pas lu Hattie, puis je l'ai appliqué, puis là, je suis vendu Hattie. En fait, c'est que j'ai découvert comment avoir de l'effet. Puis après ça, les lectures des données probantes m'ont confirmé, puis m'ont aidé. Au lieu de dédier 1 heure à faire ce que je fais d'habitude, mais je me suis mis à lire Hattie, puis il m'a essayé ça en haut, puis mesurer ce qui se passait dans ma classe. Donc, oui, c'est pas juste ce que je pense, c'est les données probantes, mais traduit en langage de prof. Là. OK. J'ai Gisela qui demande si dans tous tes examens, y a-tu des résultats, y a une note sur tous tes examens? Parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est que si ça compte pas sur le bulletin, elle met pas de note. Elle met des commentaires, par exemple. Ou elle va dire, est-ce que toi, il y a des notes pour que l'élève...
Il y a la rétroaction, elle est capitale. Mais la note, elle est tout le temps là parce que j'ai essayé. J'ai essayé pendant une étape au complet dans une matière de virer les notes puis voir qu'est-ce que ça faisait sur la réussite et l'engagement des élèves. Puis peut-être la manière que je m'y suis pris, ça n'a pas été payant. Je donnais beaucoup de rétro. Et les élèves, ils me demandaient tout le temps, il y avait comme un malaise, oui, mais c'est-tu bon ce que je fais? C'est-tu correct? C'est-tu. Moi, je mets la note. Mathématique, là, bête, là, parce qu'on sait que si la question 2 comptait sur 10 points, mais ça comptait sur 2 points, ça ne donnerait pas la même note en haut, puis je l'explique à mes élèves aussi, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, je leur apprends à ne pas être la note qui est en haut. Puis si je remets l'évaluation le journée même, puis des fois, je le remets dans la même demi-journée, j'ai appris à corriger plus vite. J'ai 11 trucs dans le livre. Là, je passe à travers même des résoudre de sixième année, je corrige ça en 40 minutes à peu près. Donc, pas parce que je suis bon, là, parce que c'est technique. Il y a des techniques, puis quand tu appliques tes techniques, puis tu t'entraînes aux techniques, ben tu deviens bon à corriger plus vite. Mais je pense que là, tu es en train de répondre aussi à la question de Ghislain Berleur. Lui, il dit, je fais une parenthèse là pour tes techniques, là, parce qu'il dit comment tu fais pour arriver à voir tout le contenu et de corriger en classe en même temps. Là, tu sais, lui, il est au secondaire puis il n'y arrive pas nécessairement. Là. Mais toi, non, ça c'est plus difficile. Ouais, secondaire, je l'avoue, là, mais en fait, 3-4 trucs, mais là, Ghislain, je pense qu'il est quitté, là. En fait, c'est, il y a toujours des élèves qui finissent plus vite que d'autres. Fait que ces élèves-là, je prends leur copie, je commence à le corriger pendant l'examen. Moi, une évaluation, qu'elle soit formative et seulement les sommatives du ministère, j'aide mes élèves, mais sinon, pendant un examen, t'es tout seul, comme une crotte. Je vais pas t'aider, à moins qu'il soit paralysé puis il démarre pas, là, je le démarre. Mais après un mois de travail dans ma classe, les élèves, ils démarrent tout le temps dans toutes les évaluations. Là, j'ai plus ce problème-là. Parce que si l'élève démarre pas, c'est parce qu'il y a un problème de performance. Il a peur de pas réussir. Mais si l'examen compte pas, il s'essaye. Parce qu'il a appris qu'en s'essayant, il apprenait. Fait que c'est toute cette notion-là qui vient là. Donc, je prends les 5 premières copies, je les corrige. Quand je corrige, je fais seulement la page 1 de tous mes élèves, après la page 2 de tous mes élèves, la page 3. Donc là, quand la classe a fini, j'ai déjà 5-6 copies d'élèves que des fois même je redonne aux élèves. Fait que les élèves, ça faisait même pas 5 minutes qu'ils avaient pu leur copie, ils ont déjà leur résultat. Les autres, la récré part, puis là, je recommence. Le fait d'avoir corrigé les premiers examens m'a permis de mémoriser les réponses attendues. Donc, je me questionne moins, je tergiverse moins, c'est beaucoup plus rapide. Puis encore là, je fais la page 1 de tout le monde. Comme ça, je sais pas c'est qui que je corrige. Si je sais qui je corrige, ça l'influence mon jugement. C'est ça, je suis d'accord. Toutes les fois que t'es comme c'est quoi ça? Là, on va voir le nom. Ah oui, c'est lui, tu sais. Si je sais pas qui je corrige, j'ai pas de jugement en tête, c'est juste cette réponse-là vaut combien. Puis j'ai une période de lecture aussi dans ma classe. 20 minutes au retour du dîner à tous les après-midi, de la lecture active. On voit pourquoi dans le livre, c'est important que les élèves lisent plus. Pourquoi il faut que ça soit actif aussi. Ben, moi, ça me permet de finir de corriger là, sur mon temps de classe. Fait que Puis les élèves, ils veulent, quand je leur redonne la journée même, je gagne la crédibilité comme enseignant, énorme. Les élèves, ils veulent voir leurs fautes, ils veulent comprendre. Si je leur remets 3 jours après, même pas de notes avec beaucoup de rétro, seulement mon quartile fort va lire la rétro, mon quartile faible va s'en foutre. Ouais. Quand un nouvel examen va arriver, mon quartile faible va reproduire les mêmes erreurs qu'il a faites la dernière fois. C'est pour ça qu'il se maintient. Malgré que le prof a donné beaucoup de rétroaction. Fait que moi, comment je la faisais, j'ai réalisé, je crois que c'est plus important que l'élève ait le chiffre et la rétro et surtout la vitesse de la rétro. Et je termine aussi avec ça, c'est que c'est un formatif, fait que j'ai le droit à faire plein d'affaires pédagogiques comme un peu illégales, dont, entre autres, faire des fautes quand je vais corriger. Fait que les élèves reçoivent les copies, puis là, c'est comme, tabarouette, y a-tu des points qui m'a enlevé le prof, là, puis qui aurait pas dû m'enlever? Quand ça arrive, il y a un système. Tu es obligé d'aller voir un autre bozo de la classe, puis les deux, en confirmant votre argument, vous allez me voir après. Fait que tout est matière à discussion, parce que c'est dans la discussion que l'approfondissement se passe. Pas nécessairement forcé dans une récupération, mais un élève qui reçoit sa copie, puis qui va en voir un autre, puis ben oui, le prof s'est trompé, puis là, ils viennent, ils me disent, si tu me dis, lui, il l'a eu bon, moi, je l'ai pas eu bon, argument refusé, tu as perdu ton point final bâtard. Si tu m'expliques quelle stratégie que tu as faite, quelle stratégie que lui a faite, que vous avez fait la même stratégie qui est arrivé au même résultat. Ah ben là, tu gagnes ton point. Fait qu'il n'y a pas de manière de s'en sortir. Fait qu'on joue, les formatifs, c'est un jeu là,
Mais puis en plus, tu le dis, c'est formatif. Dans ton cas, c'est vraiment ça. Là. Oui. Le mot a vraiment son importance. Là. Oui. En lecture puis en écriture, Gisèle a une question. En lecture, oui, super vite. En univers social, en écriture, quand on commence à corriger les productions écrites, pendant les productions écrites, il y a plein de façons de les faire aussi, là. On y arrive. Sur 100, ma pire année, 154 examens, c'était terrible. Il était trop en évaluation cette année-là. Il y en a 151 qui ont été remis la journée même. Les 3, c'était des productions écrites. Malgré que mes élèves ont 9 productions écrites par année, full, j'arrivais quand même à les produire là la journée. Je pense qu'on va être obligé de refaire un autre webinaire pour ces trucs-là, Stéphane, oui. Parce que ça intéresse, je suis pas mal sûr que ça intéresse beaucoup de monde, parce que la correction, c'est une des parties de notre tâche. Moi, que je dis aux élèves qui est la plus plate pour tout le monde, mais qui est aussi la plus importante, parce que c'est là où est-ce qu'on a dit, ça c'est fait, yes, on l'a, ça, faut travailler ça. Non, mais tu sais, je veux dire, puis c'est un bout de plat. C'est un bout de plat. J'ai Benoît qui demande, est-ce que dans ton école, les profs ont changé? Est-ce que tu as comme déteint sur les autres à côté avec ton histoire de la 3.0? Il faut que je me sauve pour parler de ma pédagogie. Ça a toujours été, sauf j'ai été jusqu'en Espagne. J'ai été traduit en basque. Ma conférence était en basque. Je comprenais rien. C'était juste des paquets de lettres pendant que je parlais. Puis il y avait un traducteur. Finalement, je parlais au traducteur. Il y avait 250 personnes avec des écouteurs qui se faisaient traduire ma conférence dans ma propre école. Il y a certaines personnes qui sont intéressées. C'est pas vrai que c'est pas tout le monde. Et moi, je veux pas dire aux autres comment travailler. Je veux dire aux autres comment faire attention à eux autres. Je veux dire aux autres que c'est pas nécessaire que tu fasses tout ça. C'est pas payant. C'est même pas payant de faire des rétros longues en remettant des copies après la fin de semaine. C'est pas payant pour toi non plus que passer 2 heures ou 3 heures à faire ça à la maison. Puis là, c'est comme, oui, mais moi, je suis pas capable de corriger aussi vite que toi, mais au niveau de la correction, c'est ça, par exemple. Au niveau de la rétroaction, par exemple, hey, on se fait-tu un cours sur la rétroaction, tu sais? Là, c'est comme, ah oui, mais moi, je le dis pas de même, puis moi, je dis ça, puis là, chacun dit son moi, mais c'est la notion de mesure. Sinon, on est dans l'anecdotique, tu sais. Ouais. Je fais quelque chose dans ta classe, Pierre, qui marche, tu me dis, hey, je veux le faire, je t'écoute, je le fais, ça marche pas dans la mienne. C'est toujours de même en éducation, parce que il y a des éléments sous-jacent à comment toi tu le faisais qui fait que ça marche. Tu as une vision, tu avais une intention. Comme moi, mes dictées, ils se passent au gymnase, les élèves traversent le gymnase, puis moi, je suis au centre, puis je tire des ballons sur mes élèves pendant qu'ils courent d'un bord à l'autre. L'élève apprend une phrase, traverse pour aller la dicter à l'autre élève. Je suis tout capable d'expliquer pourquoi je fais la dictée folle, puis pourquoi je la fais dans le gymnase, et pourquoi, avant le COVID, je tirais des ballons sur mes élèves pendant qu'ils traversaient, tu sais. Bon, il y a quelques autres profs qui ont essayé la dictée folle aussi. Il y en a qui ont trippé là-dessus, il y en a qui ont dit c'est le bordel bien raide, mais ça dépend, c'était quoi l'intention, tu sais. Ouais, puis les élèves, à un moment donné, ils comprennent aussi, puis ils te connaissent, puis ils embarquent dans ta folie. Oui, mais on en revient, on en reparle, on parle des avantages. Puis, tu sais, comme Gisèle a dit, si vous avez une affaire à virer de votre pédagogie, c'est les devoirs. Il y a personne qui va me faire changer d'avis. J'ai lu les rapports là-dessus, les rapports du Québec, les rapports de partout. J'y croyais pas jusqu'à temps que je les enlève. Même au secondaire, Stéphane? Au secondaire, selon ATI, ça a un effet de 0,65. Donc, tout ce qui est au-dessus de 0,4, ça a un effet ça a un effet visible sur la réussite des élèves. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand au primaire, parce que là, nous autres, on a 2 ados, là, puis dont une qui a été dans ma classe à l'époque, puis moi non plus, je donnais pas de devoirs. Quand ils arrivent au secondaire, Stéphane, là, pas sûr qu'on les prépare si bien que ça au secondaire, tu sais, en leur donnant pas des devoirs. Puis tu sais, là, je parle pas du but du devoir, puis de qu'est-ce qu'on donne en devoir. Tu sais, c'est avoir la pérennité. Avoir une charge de travail à faire le soir. Disons ça de même. C'est grossier, puis c'est pas nécessairement beau, là, mais avoir une charge de travail à faire le soir, moi, cette année, j'ai commencé à en donner. Genre, tu sais, je dis, puis c'est très rare que je corrige en classe, tout ça. Moi, j'utilise Didacti, fait que j'ai les réponses, tout ça, puis je vois qui l'a bien, qui l'a mal. J'ai pas besoin de corriger avec tout le monde, mais j'ai l'impression que si j'en donne pas, je les prépare pas pour le secondaire. Oui. Ben, tout est dans l'équilibre. Tu sais, le livre est écrit de manière à ce que vous commencez dans une compétence. Fait que, si tu commences en maths raisonnée,
puis tu décides de pas donner de devoir maths raisonné, tu peux continuer à en donner dans les autres matières. Il faut juste regarder l'impact que ça a sur la réussite des élèves. L'impact que j'ai vu, c'est que ça a endommagé plus la réussite les devoirs, a endommagé la réussite du quart jusqu'à la moitié de ma classe. Peu importe comment je les donnais, comment je les faisais, ça l'endommageait la réussite. Fait que l'élève revenait en sachant moins bien comment le faire, ceux qui l'avaient fait. Sur un quart de la classe, c'était bénéfique. Les devoirs étaient bénéfiques pour mon deuxième quartile. Donc, les forts de ma classe, zéro effet. Les moyens forts, ça a un effet clair sur la réussite parce que les petits exercices supplémentaires qu'ils font à la maison les aident. Les moyens faibles font des erreurs. Donc, leur cerveau, avant de dormir, c'est ça qui est pire, a appris des erreurs. Puis mon dernier quartile, c'est soit je me suis pogné qu'eux autres, soit qu'ils l'ont pas fait, soit qu'ils l'ont mangé, ou peu importe. Là. Et là, je rentre en conflit personnel avec ces élèves-là. Donc là, le lendemain, j'ai un quart de la classe qui s'emmerde. Le deuxième, il est bien content de l'avoir fait. Le troisième, il a fait des erreurs. Puis moi aussi, je le réalise en même temps qu'on le corrige, qu'il a fait des erreurs. Et le dernier quartile, ben, donc, pour la pérennité des devoirs, il y a d'autres manières de donner des charges aux élèves, je crois, que par les devoirs, entre autres la lecture. Donc, les élèves lisent sur des éléments qu'ils aiment, qu'on se part des clubs de lecture, où est-ce qu'on va échanger sur des choses qu'on lit, des lectures informatives aussi. Là, il se passe telle affaire dans le monde. Demain, j'aimerais ça qu'on discute là-dessus. Votre 20 minutes ce soir, je vous encourage à le faire. Certains petits projets aussi là qu'on peut faire qui vont amener les élèves à avoir une petite charge de travail. Mais, tu sais, oui, ils vont frapper à Waterloo quand il va arriver au secondaire. Ça, c'est vrai, là. C'est vrai qu'il y a une grosse marche entre les deux parce que chaque prof donne des devoirs. Parce que le temps d'enseignement à 60-75 minutes permet pas des fois le prolongement que nous autres on fait au primaire de continuer la notion. Tu sais, ils ont une réalité qui est tout autre. Là. Mais étrangement, là, on nous a rarement enseigné à travailler ensemble au primaire. C'est enseigné en maternelle puis en première année, c'est jamais enseigné après. Les stratégies de lecture sont arrêtées d'être enseignées d'habitude à partir de la deuxième année. On fait juste dire lis le texte. On dit certaines affaires. Ben, au secondaire, on devrait aussi enseigner, jusqu'en secondaire 5, comment on fait des travaux d'équipe, comment on fait des travaux, comment on organise notre horaire. Ces cours-là, ils sont pas donnés. Le prof de français dit, c'est pas à moi à le donner, moi j'enseigne le français. Chacun donne le travail. Fait chaque chose, chaque élément à apprendre doit être enseigné et soutenu là, par la suite. Fait que, moi, tu donnes des devoirs, Pierre, je juge personne, je trouve ça le fun. Tu en vois l'avantage, là, à cause de la pérennité, c'est parce que tu vois que là, au secondaire, il en a besoin. Fait il y a tout un sens, il y a une logique, il y a un argumentaire qui soutient ce que tu fais. Je suis convaincu que tes devoirs ont un effet sur la réussite là, de tes élèves. Aussi, mais en fait, ce que je veux aussi c'est bien plus ça que j'ai envie de leur démontrer parce que moi, en 5e année, à ma première rencontre de parents, je leur dis je ne veux pas que vous aidiez vos enfants dans leurs devoirs. C'est parce que si je donne des travaux à la maison, c'est moi qui, je peux pas me rendre à la maison, mais c'est à moi à gérer les travaux que j'envoie. Je suis quand même pas pour vous mettre dans la merde, excuse le terme, parce que je décide de faire des devoirs, puis là, tu fais comme bon, tu sais, je veux dire, ça peut pas marcher parce que c'est souvent le pire moment avec leur enfant le soir. Et en plus. Ridicule. Quand moi, je leur dis aux enfants, je dis, garde, écoute-moi bien. On a une plateforme pour on travaille avec Office 365. On a une plateforme, tous mes élèves ont un appareil à la maison. Je vais vérifier tout ça. J'ai dit aux parents, si vous voulez me donner un coup de main pour qu'ils apprennent à faire ses devoirs seuls, puis ses travaux, qu'ils découvrent la force de Google et de la gang, parce que là, des fois, ils vont sur Teams, puis ils vont faire, je comprends pas le numéro 2 de telle page. Ou je Et là, tu sais, ça commence à jaser. J'ai dit, puis là, des fois, j'interviens, ou des fois, j'interviens pas. Moi, je leur dis, moi, ça se peut que je lise pas tes messages. Là, je suis chez nous ce soir, puis bon, il y a des raisons de tout ça. Mais, écris, puis si tu comprends pas, panique pas. Demain, on revient. Mais tu peux pas te pogner avec ta mère parce que tu comprends pas quelque chose que moi, j'ai pas nécessairement bien expliqué, tu sais. Tu sais, l'élève part avec ça, puis tu sais, il arrive à la maison, il dit, oh. Mais là, tu sais, je leur montre, vive YouTube avec comment les vidéos les vidéos de M. Clément, je sais pas si tu l'as vu, M. Clément, là, tu sais, en tout cas, nous autres, il commence toujours ses vidéos en disant bonjour, chers élèves. Il me semble que je le limite bien. Mais tu sais, écoute, ces vidéos sont structurées, mais je leur dis, c'est un autre prof
qui t'expliquent d'une autre manière, puis c'est bon. Mais tu sais, j'essaie de faire baisser la pression de la maison, mais de leur donner aussi des outils pour s'organiser, parce qu'au secondaire, nous autres, on le voit, là, des fois, écoute, moi, maths secondaire 3, là, il y a des notions qui sont un petit peu loin, là, tu sais, des façons de faire. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, on pourrait faire un webinaire juste sur les devoirs, parce que, tu sais, j'en aurais pour une heure, là, à parler. C'est la rétroaction. La rétroaction, si elle arrive de différentes sources trop tôt dans l'apprentissage, ça l'endommage. Fait que si je te dis, OK, pars, fais-moi 25 mètres, puis nage de même, puis tu arrives à l'autre bout, puis là, ton père est à l'autre bout, puis il dit, non, fais pas ça, il faut que tu fasses d'autres choses. Ça mêle l'apprenant. Il va avoir besoin de la rétro de son père, mais un petit peu plus tard dans l'apprentissage. Fait que, il y a Aurélie que je salue, là, l'Europe, là, qui vient de poser une question. Elle dit, est-ce que j'ai quelque chose sur la rétro? Malheureusement, c'est tout dans le livre. Mais il y en a dans les 30 trucs de la pédagogie 3.0. Il y a quand même, des éléments là, sur la rétro, mais non, je l'ai pas fait en dehors du livre. Écoute, Stéphane, on va faire qu'on se laisse parce que ça fait déjà 1h30. On a gardé une moyenne de 40, 50, 60 personnes. Je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. Il y a des gens... Merci à tout le monde qui est resté. Ben oui. Oui. Il y a Véronique qui dit j'enseigne au secondaire, je déteste gérer les devoirs. Quelle perte de temps tellement. Moi, en fait, les devoirs, pour pas nommer Didacti, là, ce que j'aimais de cette plateforme-là, c'est que je voyais les réponses de tout le monde. Puis des fois, je disais aux profs, quand je faisais de la formation pour Didacti, je leur disais pourquoi je corrigerais quelque chose que tout le monde a eu bien. T'sais. Le lendemain matin, c'est-tu niaiseux, tout le monde l'a bien, puis là, tout le monde l'a bien dans le cahier, mais tu sais pas que dans le cahier, ils l'ont bien, puis là, tu corriges, c'est comme... Fait que moi, Didacti m'a aidé beaucoup à passer à d'autres choses tout de suite, ou bien des fois revenir sur certains problèmes que d'autres ont eu. En tout cas, ça pouvait être intéressant à ce moment-là. Là. 2 semaines, c'est d'adapter. Bon, au secondaire, c'est ça que c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt une habitude de révision, ouais. Des ressources. Bon, on essaie de faire rapidement là, le tour des commentaires. Au secondaire, un enseignant de mon... Ça, c'est Philippe qui dit qu'un enseignant de mon école a augmenté son taux de réussite en donnant le droit à ses élèves de faire l'examen seulement s'ils ont fait un certain pourcentage des travaux demandés. Mais c'est ça, il faut juste mesurer combien d'élèves, puis surtout sur le quartile qu'on voulait avoir de l'effet. Fait que, avoir de l'effet sur le premier puis le deuxième quartile. Des fois, le troisième, c'est assez accessible, puis des fois, on va être... mais quand on a de l'effet sur le dernier quartile, on a de l'effet sur les 4 quartiles de notre classe. Parce que quand on a de l'effet sur les moyens forts, souvent, c'est limité là. Mais il y a une logique derrière ce qu'a fait cet enseignant-là, puis que je trouve très intéressant dans sa pratique, c'est que, dans le fond, l'élève doit acquérir la chance de faire l'examen basé sur son expérience, son expertise qui s'est bâtie à travers la quantité de devoirs, d'exercices, tu sais. Et ça doit lui demander une certaine gestion là, de tout ça. Tu sais, peu importe la pratique que vous allez me parler, avec les données probantes que je connais, j'arrive toujours à dire, eh ben, regardez, c'est cet élément-là là, qui paye, là. C'est pas tant des fois l'apparence du chose que voilà. Il y a quelqu'un qui dit aussi, ben évidemment, là, je parlais de Didacti, mais Google Formulaire et compagnie, là, je parle pas de l'outil technologique. Là. Moi, dans ma thèse, c'était juste que j'utilisais un outil technologique qui me donnait les réponses des élèves tout de suite. Et ce qui fait en sorte, dans les devoirs, entre autres, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vais éditer ça. Oui, on a 1h30, 30, pardon? J'aurais une chose. Le livre, ou peu importe s'il y a des clubs de lecture qui vont suivre suite à ça, là, ne l'achetez pas avec votre argent. Okay? On a des budgets de classe, l'école a des bibliothèques, là, vous êtes capable d'acheter ce livre-là, ou peu importe la formation. Il faut arrêter de penser de je le veux pour moi. Là. On peut l'acheter à l'école, avec l'argent de l'école, puis l'avoir pour vous quand même. Là. Donc, moi, je trouve que le prix est très élevé. Puis, mais c'est une question d'édition, c'est pas une question de l'auteur qui s'en met. Hey, Stéphane, on a... Attends, j'essaie de trouver un moyen parce que j'allais dire, on a le courriel des gens. Est-ce qu'on pourrait faire tirer un livre? Je vais demander à la maison d'édition. Parce que imagine-toi donc que moi, auteur, je reçois un livre. Je reçois pas comme une pile de livres que je peux faire ce que je veux faire. Je reçois un livre. Je sais ça. Puis tu peux te mettre dans un cadre. Ben oui. Nous, là, celle-là. Oui, c'est clair. On pourrait s'informer. Informe-toi. Je vais en parler à mon éditeur. Parce qu'on a les courriels, puis on pourrait faire une pige au hasard.
Super bonne idée. Sur la surveillance de je sais pas trop quelle firme. Là. Et puis, écoute, on va essayer de faire ça parce que là, je viens d'avoir une idée, puis je sais pas si j'ai mis quelqu'un dans le trouble. On ne jure pas que ça va arriver, mais si ça peut se passer, tant mieux si on peut la faire, on peut faire un tirage. Hey Stéphane, on arrête là parce que écoute, ça fait déjà 1h30, 1h37 là. Oui. Bravo, merci à tout le monde d'être resté aussi longtemps. On a beaucoup de bons commentaires. La vidéo va être disponible sur YouTube. Je sais pas quand, à un moment donné, je vais réussir à l'éditer parce que c'était quand même assez long, là. Mais ça va être sur mon... Et puis, tu pourras le mettre aussi sur ton site internet, stéphanecoté.org, c'est même mon rebonne. T'appelais ça. stéphanecoté.org. Et après ça, écoutez, Stéphane, il va falloir qu'on se reparle de toute façon. Il va falloir qu'on en fasse d'autres, si tu le veux bien. Peut-être qu'on aura des sujets plus pointus. Hein? Peut-être qu'on pourra juste prendre, mettons, la gestion de classe, comment mettre en place certaines choses, comment... puis après ça, on verra là, où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Merci beaucoup tout le monde, Stéphane. Je t'adore encore. Tu es très généreux de ta part. Merci Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui. Merci beaucoup et à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.